C'est un plaisir de vous retrouver en vrai, en physique, en vrai. Après, on boira un coup en vrai, tous ensemble. Merci à Luc Laventure d'avoir bien voulu être avec nous ici. Franchement, Monsieur le Président, je suis vraiment ravie pour un tas de raisons, professionnelles et personnelles. Comme nous nous connaissons depuis un moment. Merci d'être là et merci aux têtes amies et aux têtes plus inconnues d'être là, il y en a que je connais bien. Et donc, nous sommes aujourd'hui sur les mardis de la clé. Alors, c'est maintenant un rendez-vous habituel pour nous, c'est tous les premiers mardis du mois. Je fais un petit peu de pub en passant. Et aujourd'hui, c'est sur les femmes, le leadership et le pouvoir. Et nous avons souhaité effectivement interroger des femmes leaders, parce que nous n'avons que des femmes leaders dans ce beau panel, sur leur rapport au pouvoir, sur leur parcours, les obstacles qu'elles ont franchis, mais aussi leur rapport au pouvoir pour elles-mêmes et pour les autres. Et nous avons d'abord sur le plateau, en vrai, nous avons Agnès Bricard et Marie-Christine Ponamalé, que je vais présenter tout de suite. Et nous avons en visio le professeur Ndioro Ndiaye. Bonjour Ndioro, merci d'être là de Dakar. Donc, tu as une excuse pour ne pas être là en vrai. Bonjour Jocelyne. Bonjour. Alban Gaillot, la députée, dont on parlera de la proposition de loi qu'elle a brillamment portée. Sarah Manta, de BPW, Marie Cholet de FMR, Femme du monde et l'assouplissement, et Claudine Montaigne qui se cache mais qui va nous rejoindre. L'idée, c'est effectivement qu'on parle du pouvoir, c'est-à-dire qu'on parle souvent du leadership des femmes comme ce qu'il faut acquérir, mais le leadership, ça ne s'acquiert pas comme ça en fait. Le pouvoir, ça peut se prendre, voilà, on peut l'obtenir. Le leadership, c'est plus personnel, on peut avoir du pouvoir sans avoir aucun leadership, et on peut avoir du leadership en n'étant pas tout en haut du pouvoir au poste de décision. Donc, mais ces femmes-là, elles sont et femmes leaders et des femmes qui ont un pouvoir de décision. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on parle très rapidement de la manière dont on va organiser ce rendez-vous. On a considéré qu'on pouvait traiter 4 pouvoirs différents. Le pouvoir économique, le pouvoir médiatique, le pouvoir politique et le pouvoir symbolique. Et donc, pour le pouvoir économique, évidemment, Agnès Bricard, donc, ambassadrice à l'intéressement et à la participation auprès de M. le ministre de l'Économie, vice-présidente du pacte PME, présidente fondatrice de la Fédération des femmes administrateurs, et avec Agnès Bricard, Karine Raguin, qui n'est pas dans la vision, mais qui est à New York, vice-présidente de Talent Management et Corporate Social Responsibility chez LVMH. Et elle est aussi présidente de l'association ADN Women et co-autrice d'un livre qui s'appelle « Réveiller la négociatrice qui est en vous ». Ensuite, nous verrons pour le pouvoir médiatique, nous aurons Marie-Christine Ponamalé, qui est rédactrice en chef d'Outre-mer 360, et Sylvie Pierre-Brossolette, qui, vous le savez sans doute, a été et est désormais présidente du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes, et qui a été journaliste dans bien des magazines, rédactrice en chef adjointe ou rédactrice en chef du Point, de l'Express, de Figaro Magazine, et qui a été aussi ensuite au CSA, au Conseil supérieur de l'audiovisuel, qui s'appelle aujourd'hui l'ARCOM, et où elle s'occupait vraiment de la partie droit des femmes, égalité femmes-hommes. Donc, pour le pouvoir politique, donc, nous avons évidemment le professeur Ndioro Ndiaye,
Bureau, donc, qui est ancienne ministre du Sénégal, d'abord sur le développement social et sur les femmes, l'enfance et la famille, mais qui aussi, après un parcours professionnel extrêmement riche, a toujours et continue encore avec une belle énergie à militer activement pour les droits des femmes, dans le cadre de son association de l'Alliance pour la migration, le leadership et le développement, mais qui est aussi coordinatrice du réseau francophone égalité femmes-hommes de l'Organisation internationale de la francophonie, qui est quelque chose de très important. C'est un réseau assez puissant, notamment en Afrique, mais pas seulement en Afrique. Et donc, Alban Gaillot, notre député, qui a notamment, effectivement, comme je disais tout à l'heure, porté avec succès la proposition de loi pour l'allongement des délais de l'IVG, de l'interruption volontaire de grossesse, de 12 à 14 semaines. Et je crois ne déflorer aucun sujet, enfin aucun secret, en disant que ça a été voté et que vous avez remporté un beau succès. Voilà. Et enfin, nous aurons le pouvoir symbolique. Claudine Monteil, bon, je pense que pas mal d'entre vous la connaissent. Elle est diplomate honoraire, elle est écrivaine, elle a été notamment biographe de Simone de Beauvoir, dont elle était l'amie. Et elle nous présentera, outre les évolutions dans la diplomatie française, en termes de partage du pouvoir, enfin, notamment au niveau des postes d'ambassadeurs et d'ambassadrices. Mais elle nous parlera d'un projet de dénomination du musée de l'homme qu'elle voudrait voir transformé en musée d'humanité. Donc, tout un programme dont elle vous parlera tout à l'heure. Voilà. Alors, pour animer ce panel, j'ai deux complices et je veux quand même les saluer. C'est Marie Cholet, qui, dans le civil, est ingénieure des travaux publics, mais qui est aussi la secrétaire générale de Femmes du Monde et réciproquement, FNR, l'association, membre d'ACLÉ, et Sarah Manta, qui est experte genre, et notamment au ministère de l'Éducation, de la Jeunesse et des Sports, mais aussi secrétaire générale de BPW France, enfin en tout cas jusqu'à un temps très récent, puisque que vous connaissez bien, Agnès, puisque vous avez été présidente de BPW. Voilà. Donc, maintenant, Agnès Bricard, je vous cède la parole. Racontez-nous votre parcours, les obstacles que vous avez franchis, la manière dont vous avez accédé au pouvoir où vous l'avez pris et la manière dont vous exercez ce pouvoir pour vous, pour les autres. Madame la Présidente, merci. Donc, c'est un honneur d'être ici. Nous savons tous que la clé est importante puisque c'est une association qui a cette chance d'avoir une coordination européenne. C'est toujours plus facile de le dire quand soi-même on n'est pas directement, comme vous savez, présidente. Et donc, je salue cette association pour cette raison même qui est de nous amener à se voir le plus souvent possible. Et donc, dans ces mardis, justement, c'est l'occasion de parler de ce pouvoir économique. Donc, en ce qui me concerne, je dirais que je commencerai en tant que, d'abord, étudiante. C'est important quand on assure ses études, quand on peut faire ses études, déjà, on va le dire comme ça. Je l'ai fait à Nanterre et c'est vrai que Nanterre favorise un esprit d'équipe, un esprit collectif. Le fait que, justement, on ne travaille pas seul, je pense à la faculté d'Assas en même temps, qui avait cette culture d'être justement une université où d'abord ce qui primait, c'était soit l'élite, les leaders. Et je n'avais pas du tout cette culture de leader, je tiens à vous le dire, j'avais plutôt moi une culture de transmettre aux autres ce que je savais. Et vice-versa, j'attendais évidemment qu'on puisse assurer les mêmes choses. Et quand on est jeune dans un campus, c'est assez facile finalement, quand on va vers les autres, de prendre en compte leur richesse. Donc c'est vrai que cette diversité et cette mixité, on la connaît bien quand on est jeune. Pour autant, qu'est-ce qu'on en fait?
on s'aperçoit très rapidement les décisions, parce que c'est ce qui est essentiel dans la vie, sont prises par les recteurs d'université. Et à l'époque, on est en 72, les recteurs d'université étaient des hommes, hein, qu'on soit clair. Il n'y avait pas cette loi comme aujourd'hui qui demande qu'il y ait un minimum de 30 à même 40% maintenant des recteurs qui soient des femmes. C'est tout récent. Ça a été long. Moi, je me souviens de la conférence des présidents des universités qui est en haut du boulevard Saint-Germain, où j'avais 99% d'hommes devant moi il y a encore 4-5 ans. Donc, c'est vrai que cette prise en compte de ceux qui décident pour nous, à la faculté, très vite, je me suis aperçue qu'il fallait qu'on comprenne pourquoi on gérait une université de la façon dont elle était gérée. Et j'ai fait en sorte très rapidement de regarder où il y avait des associations qui pouvaient nous représenter. Donc, je me suis inscrite assez rapidement dans un collectif. C'est d'abord le premier point, puisque l'information, c'est le pouvoir. Alors, qu'on soit homme ou femme, ça ne change rien. L'information, c'est toujours le pouvoir. Quand je vais passer la parole à madame dans le pouvoir médiatique, elle vous dira la même chose. Ensuite, qu'est-ce qu'on en fait? On fait en sorte justement de se dire qu'au moment où on va choisir son métier, alors est-ce que des fois on a le choix? C'est vrai que parfois on n'a pas de choix, hein, qu'on soit clair, mais quand on a le bonheur d'avoir le choix, parce que ben voilà, quand on a un bagage universitaire et que du coup on fait droit, sciences économiques, 3e cycle de fiscalité appliquée, c'est vrai qu'on a le choix soit de rentrer dans un grand groupe, soit de se dire on fait sa vie, c'est-à-dire on se met en indépendant. Et moi, j'avais plutôt envie de rentrer dans un grand groupe. Et on avait à l'époque une possibilité, c'est de faire un stage dans un grand groupe. Donc, je l'ai fait au niveau de la défense, déjà à l'époque, dans une grande tour. Et je me suis aperçue que c'était compliqué, les petits chefs. Ce n'était pas compliqué, les grands chefs. Vous pouvez arriver de temps en temps, qu'il y ait une erreur de casting au niveau des grands chefs. Mais le plus compliqué, c'était les petits chefs. Et donc, je me suis dit, c'est pas tout à fait comme ça que je veux finalement assurer ma trajectoire, mon plan de carrière. Et je me suis aperçue surtout que les femmes, on était toujours dans des positions, évidemment, de celles qui étaient au niveau non décisionnaire. Je n'avais pas vu à l'époque, je vous avoue, que les salaires n'étaient pas dans une égalité. Je n'avais pas du tout vu ce problème, personne ne m'avait donné cette perception. Vous savez, il y a toujours ce qu'on appelle la réalité et la perception. Donc, je n'avais pas du tout vu ce point-là, je vous le dis. Et puis, je me suis inscrite dans une profession qui s'appelle expert comptable. Et la première chose que l'on fait, même quand on est salarié, on doit le faire, c'est se dire qu'est-ce que je dois comprendre dans une profession? Où je dois m'inscrire, enfin me présenter pour comprendre une profession. Et moi, tout de suite, j'ai dit, il n'y a pas une association des stagiaires experts comptables, un peu comme les médecins, où ils ont un internat obligatoire. Il y a des médecins qui font leur internat et qui ne se posent pas de questions, et puis qui deviennent après médecins. Et puis, il y en a d'autres qui, au contraire, vont retrouver un syndicat, parce que souvent, c'est un syndicat, et on apprend dans un syndicat à savoir qui est qui fait quoi. Et moi, très vite, au niveau de l'expertise comptable, dans cette association des stagiaires experts comptables, donc on avait tous des bacs plus 6 quand on rentre comme stagiaire expert comptable, très vite, je me suis aperçue que finalement, on avait là aussi des conflits forts sur les problèmes, non seulement de savoir comment on exerçait ce métier, mais aussi de la façon dont on était rémunéré. Et je trouvais que c'était essentiel de regarder ces problèmes de rémunération. Et c'est là que j'ai commencé à découvrir que, suivant évidemment nos validations d'acquis, nos expériences, on avait des vraies différences. Je n'avais toujours pas vu les différences hommes-femmes, je vous le dis. Et donc, du coup, j'ai continué à avancer dans cette partie de dire je suis vice-présidente. Paris, on commence toujours par Paris, c'est assez facile. Président de Paris, c'est assez facile. Vice-présidente nationale, ça se complique. Là, on voit que c'est un peu plus compliqué. Et puis, je suis devenue présidente nationale des stagiaires. Et là, j'ai dit, il faut qu'on aille s'ouvrir, en tant que, justement, dans cette profession, s'ouvrir vers tout ce qui est contexte économique. Ce qui m'a passionné, c'est de savoir qu'on avait une tutelle, qui était le ministère des Finances, en tant qu'expert comptable. Qu'en tant que commissaire aux comptes, on avait une autre tutelle, qui s'appelait le ministère de la Justice. Donc, bien sûr, ce que j'ai fait, c'est de suite d'aller faire ces rencontres, d'aller voir, justement, dans ces ministères, qui faisait quoi et pourquoi. Puis très rapidement, je me suis aperçue qu'il y avait les directives européennes et que c'était largement au-dessus. Et qu'il fallait aussi se rendre à Bruxelles pour comprendre ce métier. Et une fois que j'avais bien saisi ce qu'était
justement ce métier et savoir de quelle façon on devait travailler à 5 ans, parce que le problème, c'est toujours de se dire, à 5 ans, que fait-on? Comment, justement, vit-on? Peu importe le métier, hein, qu'on soit clair, peu importe le métier. Et donc, très rapidement, je me suis dit, je passe présidente de l'Ordre. Et pour devenir présidente de l'Ordre de Paris, il n'y avait jamais eu de femme. Et donc, je me suis mise dans la roue d'un homme, puisque si vous voulez arriver au pouvoir, il faut se mettre dans la roue d'un homme quand il n'y a pas de femme pour l'instant. Hein. Et donc, je me suis mise dans la roue d'un homme pour arriver à prendre le pouvoir. Et c'est vrai que quand on prend un pouvoir, il faut beaucoup simuler, il faut beaucoup dissimuler. Comme je le dis, brut de décoffrage, on m'a demandé de dire les choses. Donc, c'est vrai qu'à une époque, et j'espère, c'est pour ça que je crois en la mixité, c'est pour ça que je me bats aujourd'hui pour l'égalité homme-femme, parce que justement, je voudrais que les codes changent. Mais quand on est, imaginez que demain on soit obligé de tous s'expatrier en Chine, on sera bien obligé de s'intégrer, de comprendre les codes. Donc là, on était dans un monde masculin, il fallait intégrer le monde masculin. Donc, c'est vrai que simuler, dissimuler, c'était dire du bien de tout le monde en penser autre chose. C'était des codes. Il fallait s'y adapter. Donc, je me suis adaptée et j'ai pu devenir, bien sûr, je passe tous les détails, présidente de l'Ordre. Est-ce que pour autant je suis un modèle? Non, je voudrais vous dire que c'est vous qui devez d'abord savoir ce que vous êtes, ce que vous avez comme point faible, comme point fort, de telle façon que sur vos points faibles, vous puissiez vous mettre avec quelqu'un qui a des points forts, qui correspond à vos points faibles. C'est exactement comme dans un couple, un binôme. Quand on se met ensemble, bien sûr qu'il y a l'amour dans un couple, c'est la première chose, mais c'est quand même pour faire 1 + 1 = 3. On arrive à faire un bébé en général quand on est un homme, une femme. Mais quand on est dans des associations, il faut que véritablement on fasse un 3. Et ce 3, vous savez bien qu'on le fait mieux quand il y a justement des genres différents. Parce qu'on accroît beaucoup plus au niveau des codes différents, code masculin, code féminin, on accroît ce qu'on appelle la performance. Et c'est vrai qu'il y a eu des études mondiales qui l'ont démontré dans toutes les entreprises. Donc quand je suis arrivée expert comptable présidente, j'ai fait en sorte qu'il y ait d'autres présidentes à côté de moi. Donc, ce qui veut dire que ce n'est pas être uniquement une Amazone, une pionnière, être toute seule dans un milieu masculin, c'est très rapidement prendre en compte que finalement, si les hommes font corps entre eux, il faut que les femmes fassent la même chose. Et il faut donc aussi qu'on partage nos codes féminins. Et donc, c'est vrai, si on a des sensibilités, si aujourd'hui on a justement des positions par rapport à la paix, regardez comment les 2 femmes aujourd'hui européennes, dont Ursula, tiennent justement en main l'Europe. On voit bien que face à cette guerre, on a des femmes qui sont fortes, mais parce qu'on sait qu'une femme, au fond d'elle-même, elle est pour la paix. Ce n'est pas elle qui va déclencher une guerre, elle sait trop ce que ça coûte. Donc, quand je dis que ces codes masculins et ces codes féminins sont essentiels et que le 1 + 1 = 3, c'est ça la mixité. Ce n'est pas un qui l'emporte sur l'autre, c'est faire en sorte que ça s'additionne dans les talents, dans les compétences. Et donc, ce pouvoir économique, moi, j'y ai cru que pour autant parce que j'ai voulu mettre autour de moi d'autres femmes qui étaient présidentes de régions. Donc, à côté de moi, très vite, j'ai dit, il faut qu'on arrive, et j'ai aidé ces femmes à prendre le pouvoir, parce que c'est jamais facile de prendre le pouvoir. J'ai dit tout à l'heure en souriant, il faut simuler, dissimuler, mais bien sûr, si vous annoncez tout de suite, vous direz la même chose. C'est évident que tout de suite, vous allez avoir toutes les herses du château qui vont tomber en même temps et vous ne passerez pas l'entrée, évidemment, du château. Donc, c'est aussi la possibilité, je le répète, de dire, est-ce que j'ai vraiment envie de ça? Ça coûte cher. Ça coûte des amitiés, ça coûte des inimitiés. Mais à un moment, il faut se dire, qu'est-ce qu'on en fait? Et c'était la question de la présidente tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on en fait de ce pouvoir économique? Puis après, je suis devenue présidente du Conseil supérieur de l'Ordre des experts comptables. Et aujourd'hui, donc, ambassadrice à l'intéressement à la participation, nommée par le gouvernement, c'est-à-dire tant par le ministère des Finances que par le ministère du Travail. Parce que l'intéressement, vous savez bien, la participation, ça date d'une ordonnance de 59 de De Gaulle, et qu'aujourd'hui, on continue à dire que ce n'est pas suffisant, il faut aller plus loin. On dit même qu'au niveau du dividende des actionnaire, il faudrait qu'on ait la même chose pour les salariés, que dès lors qu'on verse un dividende aux actionnaires, on verse un dividende aux salariés sous forme de contrat d'intéressement. C'est ça sur quoi aujourd'hui, justement, on appuie notre politique en ce qui concerne, puisqu'on est 3, il y a 2 ambassadeurs et une ambassadrice, donc moi-même, pour en faire quoi? Pour faire justement qu'au niveau de cette société, pour qu'on la modernise, on enlève justement un certain nombre d'obstacles. Il y a des vrais obstacles. Et donc, du coup, quand on a le pouvoir,
c'est faciliter les choses. On s'aperçoit qu'on peut dire oui ou non. Moi, j'avais posé la question à quelqu'un d'important dans la profession en disant, dès lors qu'on a le pouvoir, est-ce qu'on peut enfin mener sa politique? Il m'a dit certainement pas. Parce que tu as été élu par des hommes et des femmes à qui tu dois d'abord renvoyer l'ascenseur. Et donc, tu ne vas pas choisir les plus compétentes ou les plus compétents, mais d'abord servir les gens qui t'ont servi. Et donc, tu ne pourras peut-être pas tout à fait appliquer ta politique que tu souhaites. Et ça m'est resté en me disant, mais est-ce qu'on peut faire autrement? Et je me suis aperçue que oui, on pouvait faire autrement. Et je l'ai fait. Mais ça m'a coûté cher. Mais je ne le regrette pas. Donc, ce qui veut dire qu'à chaque fois qu'une femme ou un homme, je dis bien un homme parce que c'est pareil pour moi, prend le pouvoir, c'est aussi pour que le monde soit justement mieux. Donc, il faut bien regarder, quand c'est un homme ou une femme qui prend le pouvoir économique, hein, qui s'entend comme pas du tout le pouvoir politique, mais qui prend en compte, comme moi je suis en train de prendre des branches professionnelles, dire qu'est-ce qu'on fait pour qu'à un moment la délégation patronale et la délégation syndicale, donc vous voyez bien, c'est la même chose, un homme, une femme, on a des conflits d'intérêts, on a des cultures différentes. Comment faire pour que justement la négociation soit la meilleure possible dans l'intérêt du service public? C'est ça d'avoir le pouvoir économique. Je crois avoir répondu à votre question. Parfaitement. Bravo. Exactement. Et puis, toujours avec votre franc-parler sans des fioriture, mais avec beaucoup de clarté et de limpidité. Vous êtes un modèle de sincérité. Soyez chacune vous-même. Voilà. Soyez chacune vous-même, que vous soyez jeune, que vous soyez de mon âge. Ce qui compte, c'est d'abord vous. Ce n'est pas un modèle. Parce que le modèle, c'est à quel niveau je vais le situer. À quel niveau je vais le situer. Donc, moi, par exemple, quand on me dit, mais quels sont vos modèles? Je dis, je n'ai pas de modèle. Ce n'est pas pour autant que je ne m'interdis pas de dire, j'aime, évidemment, et j'apprécie telle héroïne, tel héros, etc. Mais ce n'est pas pour autant un modèle. Quand on se met la barre trop haut, ce n'est pas toujours un bon moyen de réussir. Il faut aussi se donner des moyens pour soi, à soi, et savoir surtout sur ses points faibles, comment je peux avoir quelqu'un qui soit point fort. C'est ça qui est important, je trouve. Merci encore Agnès Bricard, vraiment, pour vraiment cette présentation très claire et très éclairante. Alors maintenant, nous allons passer la parole donc, par préenregistrement, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, à Karine Raguin, vice-présidente en charge de la RSE et de la gestion des talents pour LVMH, et qui est co-autrice de Réveiller la négociatrice, qui est en vous, notamment, et qui est à New York. Merci d'avoir accepté de faire ce préenregistrement en raison du décalage horaire. C'était compliqué pour vous d'être en direct, donc on est juste en direct différé, on va dire. Voilà. Donc, Karine, vous êtes vice-présidente de Talent Management and Corporate Social Responsibility chez LVMH. Je répète, je rappelle Moet Hennessy et Louis Vuitton, c'est bien ça, pour l'Amérique du Nord. Vous êtes présidente de l'association ADN Women et co-autrice de Réveiller la négociatrice qui est en vous. Alors, j'espère que vous avez la couverture de votre livre près de vous, de façon à ce qu'on puisse la voir. Et donc, j'aimerais que vous nous parliez alors un peu de, eh bien, comme on va le faire, comme on l'a fait avec Agnès Bricard, que vous nous parliez un petit peu de votre parcours, de des obstacles que vous avez franchis en tant que femme leader pour accéder à un poste de pouvoir, c'est-à-dire un poste de décision, et plus globalement, quel est votre rapport au pouvoir et pour vous-même, qu'est-ce que ça vous a apporté? Parce que ce n'est pas un gros mot, le pouvoir, même pour les femmes que nous sommes. Et aussi, qu'est-ce que ça vous a apporté dans l'exercice du pouvoir? Comment vous l'exercez? Comment vous faites pour
aller au-delà de vous, changer les choses pour la société. Donc, nous vous écoutons avec plaisir. Merci beaucoup, Jocelyne. Merci beaucoup de votre invitation. Merci à la Clé pour tout ce que vous faites pour les femmes, pour nous permettre de prendre conscience peut-être de notre pouvoir et en tout cas de notre puissance. Parce qu'il y a beaucoup de puissance dans la sororité. Moi, je suis un pur produit des réseaux de femmes depuis toujours et j'ai toujours puisé beaucoup de force. Donc, merci pour ça. S'agissant du pouvoir, je trouve que c'est fondamental d'avoir cette discussion parce que moi, je fais des ressources humaines en entreprise depuis longtemps et je pense que ce qui est sous-jacent en fait à la carrière des femmes, au développement de la carrière des femmes et à la façon dont on va la développer, c'est finalement notre relation au pouvoir. Et ce que j'ai appris en écrivant ce livre avec ma co-autrice Sylvia Bravarmenier, qui est une négociatrice professionnelle, c'est que les femmes et les hommes ne négocient absolument pas différemment, mais par contre, notre expérience de la structure du pouvoir, parce que finalement, la négociation, c'est ça, la négociation, c'est naviguer dans des rapports de pouvoir et jouer avec des dynamiques de pouvoir, eh bien, notre expérience des rapports de pouvoir est complètement différente. Parce qu'il y a des différences structurelles de pouvoir et donc du coup, on va évidemment exercer et prendre le pouvoir de façon différente. Et ce que j'ai aussi appris dans le livre, et ça a été pour moi vraiment un éclairage et ça a changé ma façon de voir le monde, c'est que aussi loin qu'on se rappelle dans l'histoire des femmes, et Françoise Héritier l'a très bien expliqué, il y a deux stéréotypes qui consistent à penser que, un, les femmes ont moins d'appétence au pouvoir que les hommes, et deux, qu'elles l'exercent de façon plus brutale. Et ça, comment ça se traduit dans dans la carrière, encore une fois, pour donner des exemples concrets, c'est qu'on va considérer, et les femmes elles-mêmes vont considérer qu'elles ont moins d'appétence au conflit, qu'elles ont moins d'appétence, en tout cas qu'elles sont moins confortables dans la compétition, qu'elles ne veulent pas. Souvent, c'est ce que j'entends beaucoup, moi, en entretien de carrière, elles me disent « mais moi, je ne veux pas les jeux politiques qui vont avec la progression, je n'ai pas envie j'ai pas envie de les jouer, ça ne me parle pas. » Ou bien, je ne me vois pas tellement représentée dans les instances de direction, donc du coup, j'ai du mal à me projeter, manque de rôle modèle. Mais, et puis ensuite, évidemment, sur l'exercice du pouvoir avec brutalité, on retrouve des très vieux stéréotypes, à savoir les femmes sont pires que les hommes, elles se vouent entre elles une compétition encore plus féroce. Et ça, je pense que déjà de comprendre, et moi je suis toujours sur mon chemin, je veux dire, tout ce que je dis là, j'ai des biais, j'ai des stéréotypes comme tout le monde et j'essaye d'y travailler. Mais je pense que de comprendre que ça, ce sont des perceptions que nous avons intégrées, c'est énorme. Et déjà, ça, c'est libérateur. Et j'ai passé les 20 dernières années à développer beaucoup de programmes pour le leadership des femmes en entreprise. Et je pense qu'il faut absolument continuer à le faire. Moi, ça m'a énormément aidé à comprendre notamment le syndrome d'imposture, le complexe vis-à-vis du pouvoir. Donc ça, c'est important de décortiquer ces mécanismes. Mais ces mécanismes, c'est la partie visible de l'iceberg. Ce qu'il y a en dessous, c'est justement notre relation au pouvoir. Pourquoi est-ce pourquoi est-ce que d'abord les femmes ont toujours été écartées du pouvoir, donc, je veux dire, dans l'histoire de l'humanité, c'est quand même assez récent le fait qu'on puisse y avoir accès. Et du coup, je pense qu'il est urgent de se former à l'histoire du genre. Et c'est pour ça que je pense que les associations comme la Clé ont un rôle énorme à jouer, parce que se former à l'histoire du genre, prendre conscience de son histoire, de notre histoire de femmes en tant que groupe socio-économique, ça permet vraiment de faire la différence. Et donc, une fois qu'on a dit ça, et vous me coupez Jocelyne si je suis trop longue, mais une fois qu'on a dit ça, je pense qu'on peut plus facilement développer des tactiques et des approches et se préparer, parce que finalement, à un moment donné, s'agissant de sa carrière, ça commence quand même par faire la paix avec soi-même sur ce qu'on veut ou ce qu'on ne veut pas. Vous disiez très bien tout à l'heure, le pouvoir, c'est la capacité à prendre une décision. Moi, c'est aussi ma définition du pouvoir. Moi, j'ai eu des moments dans ma carrière où, d'abord, je pense qu'il ne faut jamais mener les batailles toute seule. S'agissant de la prise de pouvoir, première chose. Et deuxièmement, faut les choisir, ces batailles, quoi.
Moi, dans ma carrière, il y a des moments où le titre, c'était important. Puis il y a des moments où le contenu du poste, c'était important. Puis des moments où l'équipe, c'était plus important. Et puis voilà, donc, et tout ça, bah, il faut se préparer, bien s'entourer. Et puis ensuite, bah, développer des tactiques qui nous permettent de faire entendre notre voix et en tout cas, surtout de prendre la parole. Je pense que c'est quand même ça. Il y a, à un moment donné, moi, j'ai toujours constaté que les femmes et les hommes ont le même niveau d'ambition. Par contre, ils vont avoir une façon d'exprimer qui est différente. Et ce qu'on a remarqué aussi dans les techniques de négociation, c'est qu'il n'y a pas de différence évidemment de genre dans la façon de négocier. Il y a quand même une différence qui apparaît dans beaucoup d'études, qui est que les femmes vont aller à la bataille, en tout cas, elles vont aller négocier quand le jeu en vaut la chandelle. Et ça, c'est important. C'est-à-dire que il faut que ça ait du sens, quoi. Il faut que ça ait du sens pour elles et plus largement. Et là, alors c'est peut-être un biais, mais moi je crois vraiment que les femmes ont toujours exercé le pouvoir de façon beaucoup plus, comment dire, collective. Et en tout cas, moi, ce qui m'anime dans mon poste aujourd'hui, c'est pas tellement de prendre le pouvoir, c'est surtout de le prendre pour pouvoir le partager. Je pense que c'est un moment il faut partager le pouvoir. C'est ce que nous disions en aparté auparavant, c'est l'idée qu'effectivement, on est construit donc par une éducation et stéréotypée, aussi bien les hommes que les femmes d'ailleurs, hein, mais ce qui peut-être est bien dans notre éducation, qui peut-être ne nous donne pas assez confiance en nous, c'est n'empêche quand même que on pense, on construit pour qu'on soit à l'écoute des autres, qu'on soit dans l'intérêt commun, dans l'intérêt collectif. Donc ça, c'est peut-être quelque chose qu'il faut qu'on garde. Enfin, il me semble que c'est ce que vous me disiez hier quand nous en parlions en aparté. Ah oui, bien sûr, et je trouve que c'est vraiment notre… voilà, je veux dire, à la fois, on a été éduqués dans une relation inégalitaire, hein, dans une société où les structures de pouvoir sont inégalitaires, mais en même temps, bah, cette histoire des femmes, qui est quand même une histoire de l'oppression, ça peut nous donner aussi une certaine force. Et c'est important de le garder. Je pense que, voilà, s'agissant, on parle beaucoup en entreprise aujourd'hui du leadership compassionnel, de la capacité à penser plus collective, de la compétition qui ne consiste pas à écraser les autres. Et bien ça, je trouve que ce sont des stéréotypes qui sont très sains. Et en tout cas, moi, j'ai envie de les garder. Et quand je parlais de l'histoire de la sororité, ben voilà, pour moi, c'est ça l'histoire de la sororité. C'est on va parce que on a été socialisé différemment dans les rapports de pouvoir, eh bien on a envie de l'exercer différemment, et c'est très important. Et je pense que c'est d'autant plus important dans un moment où en plus je pense qu'il y a vraiment un besoin d'apaisement aussi des relations entre les genres aujourd'hui. C'est important de retrouver cette solidarité entre nous femmes, mais aussi solidarité avec les hommes alliés. Absolument, parce que nous avons des alliés parmi les hommes. Il ne s'agit pas de rejouer la guerre des sexes, hein. Ce n'est pas du tout ça, évidemment. C'est simplement, on est bien d'accord que dans une société mixte, l'intérêt effectivement d'un partage plus équitable du pouvoir, c'est précisément qu'on va vers une société plus, non seulement plus juste, mais meilleure, enfin, pour tout le monde, qui bénéficie à tout le monde. Oui, et Jocelyne, quelque chose qui est très important aussi, quand vous dites que le pouvoir, c'est la prise de décision, je pense que c'est important que les femmes soient à la table de toutes les négociations et des décisions. C'est ça le pouvoir. D'ailleurs, souvent on le réduit à la compétition, mais non. Enfin, je veux dire, d'abord la compétition, le conflit, ça peut ou pas être une étape pour la prise de pouvoir, mais pas forcément. Et encore une fois, moi je crois beaucoup qu'on peut progresser, notamment dans la vie professionnelle et dans la vie politique, sans écraser les autres. Voilà, on peut le faire avec beaucoup plus d'élégance, de compassion. Et ensuite, c'est très important quand même dans le monde dans lequel on est aujourd'hui, après 2 ans de pandémie où les femmes ont quand même, on leur doit absolument tout. Elles ont été en front line de tout. Bah, c'est important que les femmes bénéficient autant de la reprise économique qu'elles ont donnée pendant la crise. Et moi, c'est ça aujourd'hui. Mon espoir et mon combat, c'est vraiment qu'elles en bénéficient et qu'elles soient
intégralement à la table des négociations quand il s'agit de reconstruire, en tout cas de repenser le monde dans lequel on vit. Oui, oui, effectivement, je pense que c'est important dans le contexte pandémique et post-pandémique, enfin, qui n'est pas tout à fait encore post, d'ailleurs. Bon, donc, effectivement, c'est essentiel. Je voulais vous demander, vous disiez tout à l'heure que, finalement, il peut y avoir des rapports de force et des conflits et des concurrences ou pas. Est-ce que vous avez eu pour parler plus personnellement de votre parcours, vous avez eu des obstacles particuliers que vous avez franchis enfin, obstacles sexistes au sens des discriminations sexistes qu'on subit parce qu'on est une femme. Et en plus, si on est blonde, n'est-ce pas, je pense que ça n'arrange pas les choses, très, très, pour parler de stéréotypes. Comment est-ce que vous avez franchi ça et comment vous avez surmonté ces obstacles éventuels? Ouais. D'abord, moi, j'ai été beaucoup soutenue par les femmes dans ma carrière, vraiment, parce que je travaille dans un environnement peut-être qui est très féminin, mais parce que j'ai aussi été très soutenue et par des femmes de toutes les générations, et notamment en dehors de l'entreprise. Donc, ça a vraiment été structurant pour moi. Les obstacles, oui, bien sûr que j'en ai eu des obstacles sexistes. Puis alors, j'ai envie de dire, j'en ai tous les jours. Quand je me réveille tous les jours, je me dis, bon, alors combien de fois me couper la parole aujourd'hui? Voilà, c'est partie de mon quotidien. Et c'est là que la relation avec les femmes et la compréhension de l'histoire du genre m'a aidée parce que ce qui est en train de changer, en tout cas, moi, je suis dans un moment de ma vie où je prends ça avec beaucoup plus de recul. Non pas que je l'accepte, mais bon, j'ai compris que ça n'avait rien à voir avec moi. Donc, ça n'a rien à voir avec moi. Ce n'est pas une raison, encore une fois, pour l'accepter. Je pense que notamment pour ce qui est du mansplaining et du fait que les hommes vont occuper l'espace différemment, ça ne fait pas d'eux des méchants garçons. Mais par contre, c'est là où on peut vraiment s'entraider, je pense, entre femmes. Après, ce qui est probablement et ce qui est encore le plus compliqué pour moi, c'est de prendre conscience en fait de mes pouvoirs internes. En négociation, on identifie plusieurs types de pouvoirs. Alors, il y a le pouvoir contextuel qui vous est donné parce que vous êtes dans tel type de situation. Il y a le pouvoir statutaire qui peut être lié à votre position, à votre statut ou en tout cas à la perception que l'autre peut avoir de vous. Vous avez le pouvoir relationnel qui est la confiance que vous avez réussi à créer avec votre interlocutrice ou votre interlocuteur dans le cadre d'une négociation. On a également le pouvoir personnel. Et le pouvoir personnel, d'ailleurs, c'est là où il y a les stéréotypes de genre, c'est-à-dire le fait que vous êtes un homme, une femme, grand, petit, ça va ou pas vous aider, en tout cas, dans votre négociation. Et je pense que ça, ça commence vraiment par la prise de conscience de voilà, ce que je peux activer. Parce que finalement, si j'ai à faire face à un stéréotype de genre, il me reste quand même tous mes autres pouvoirs. Et ça, c'est important. Donc, je pense que c'est important de jouer avec, d'être agile là-dessus. La deuxième chose que je voudrais dire, et moi, ça m'a souvent bloquée, je pense, puisque vous parlez des obstacles, c'est que quand j'avais en face de moi, j'étais face à une situation de perception de genre qui n'était pas la bonne me concernant, j'avais tendance à éduquer, à expliquer à mon interlocuteur qui pouvait être un homme. Et ça, je pense que c'est important de dire aux femmes, c'est quand même pas à nous de tout porter. Okay, c'est pas à nous de tout porter, de tout expliquer. Je pense qu'à un moment donné, il faut encore une fois, il faut choisir ses combats, il faut choisir le moment où on les mène. Quand vous êtes en train de négocier votre salaire ou votre prochain poste et que votre interlocuteur vous fait une remarque sexiste, c'est peut-être pas le moment d'aborder le sujet. C'est ça que je veux dire. C'est que il y a un moment donné, je pense qu'il faut aussi être, il faut penser à soi, choisir ses moments. Et je pense qu'on demande beaucoup aux femmes, on leur demande d'éduquer notamment les hommes sur la question de genre. Alors, pourquoi pas? Parfois, moi, j'ai envie de le faire. Parfois, j'ai pas envie de le faire. Je pense qu'être un homme allié, c'est ça aussi. C'est pouvoir
voilà, c'est pouvoir faire ce travail d'éducation sur soi-même et faire le chemin qu'on a fait. Parce qu'il y a quand même un niveau de awareness et d'éducation qui n'est pas le même aujourd'hui chez les femmes et chez les hommes. Pas du tout parce qu'on n'a pas des capacités différentes, mais parce que je pense qu'on a juste beaucoup mieux formé les femmes à cette question du genre et du leadership au féminin sur les dernières années, là où les hommes, on les a quand même moins formés, ou ils se sont moins formés, peu importe, mais en tout cas, ils sont moins conscients. Bien, écoutez, je vous remercie beaucoup pour cette approche à la fois déterminée et enthousiaste. Je trouve que vous transmettez de votre optimisme et c'est important parce qu'effectivement, les femmes leaders, elles sont aussi un exemple à suivre. En tout cas, elles sont un peu les rôles modèles pour les nouvelles générations aussi, pour se dire, bon, pourquoi pas moi, quoi. C'est-à-dire que c'est quand même aussi ça, c'est que vous avez ce rôle de transmission par votre exemple, par vos succès, par vos échecs aussi parfois, parce que vous l'expliquez, c'est-à-dire des fois ça marche, des fois ça ne marche pas, mais voilà, on continue à avancer. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Est-ce que vous vouliez ajouter une conclusion sur la manière dont vous transmettez ou vous accompagnez les talents avec VMH ou une petite conclusion je voudrais rebondir sur ce que vous dites, Jocelyne. Pourquoi pas moi? Il faut toujours lever la main. Il faut toujours lever la main parce qu'il faut toujours demander, parce qu'on ne risque rien à faire ça, en tout cas dans le monde professionnel. Donc, allons-y et allons-y ensemble. Bravo. Alors, on va changer un tout petit peu l'ordre. Alors, normalement, c'était à Marie à présent d'intervenir. Simplement, Sylvie Pierre-Brossolette, que vous avez au téléphone tout à l'heure, me disait qu'elle est appelée pour autre chose. Donc, elle jongle un peu avec son agenda. Donc, si vous voulez bien, on allait de toute façon passer au pouvoir médiatique. Et donc, Marie, si tu veux bien, tu feras tout à l'heure. Voilà. Et on va inverser entre Marie-Christine Bonamallé et Sylvie Pierre-Brossolette. Donc, Sylvie, vous êtes là, tu es là. C'est vraiment très gentil, je suis confuse, mais comme vous savez toutes, je viens de prendre des fonctions, c'est compliqué. Il y a le 8 mars qui arrive, il y a des rapports qui tombent dans tous les sens que je dois sortir. Et en plus, on a un superbe colloque européen demain, d'ailleurs avec Jocelyne, et qui demande encore de la préparation, un discours à faire, des choses à visser. Donc vraiment, je me suis glissée avec vous parce que ça me faisait plaisir d'être avec Jocelyne et vous toutes. Mais je vais essayer de faire de mon mieux, de vous amuser un peu, de vous intéresser. Mais j'ai très peu de temps, mais c'est une grande joie que de passer quand même 10 minutes, un quart d'heure avec vous à partager mon expérience. Alors, on t'écoute, Sylvie. Donc, si vous voulez, mon parcours a éclairé beaucoup des points que vous abordez ce soir, c'est-à-dire à la fois la difficulté d'être une femme dans certains métiers, comment on s'y comporte et le pouvoir qu'on peut y exercer. Alors, en 2 mots, ma vie se résume largement par le journalisme, 35 ans de journalisme politique, mais j'ai eu la chance de commencer 3 ans dans un cabinet ministériel à l'âge de 20 ans avec Françoise Giroud. Elle m'a inoculé le féminisme et l'art du combat. Et les 3 ans de cabinet ministériel m'ont appris quand même pas mal de logique de pouvoir parce que ce n'était pas facile en 1974, avec Chirac au pouvoir, de faire passer des mesures pour les femmes. Et il y avait notamment l'avortement auquel j'étais aux premières loges à l'époque pour le voir passer, mais avec quelle difficulté. Donc, ça a été ma marraine un peu en journalisme, elle m'a fait entrer à l'Express, et là, je voudrais dire que ça n'a pas été une partie de plaisir, parce qu'être une femme dans un journalisme politique à l'époque, c'était pas commode. Il y en avait quelques-unes, mais très peu, et on cumulait 2 handicaps, 2 milieux machos, la politique et le journalisme, ce qui était complètement tenu par des hommes. Et donc, on était là vraiment par effraction pour éventuellement faire un peu de charme à ces messieurs pour leur soutirer quelques informations. Et donc, pour s'imposer, ça a été très long, très dur. On a espéré que quand je me suis mariée, je dégagerais, je n'ai pas dégagé. Puis, quand j'ai eu un enfant, on se dit, bon, elle va aller pouponner. Non, je me suis accrochée. Mais j'ai quand même dû attendre 17 ans avant d'être nommée chef de service. Et ça a dû être par une femme, c'était Christine Ockrent. Jusque-là, aucun homme ne m'avait trouvé digne d'être nommé chef. Après, ça a été tout seul. Une fois qu'on franchit un premier palier,
on trouve ça normal que vous soyez chef. Alors, dans les différents journaux où je suis passé, que ce soit l'Express, le Figaro ou le Point, j'ai été chef. Mais ça, c'était une autre partie de plaisir, si je puis dire, d'être chef. Parce que je dirigeais des hommes, j'avais des hommes aussi au-dessus de moi, et les conférences de rédaction qu'avec des hommes, c'est quand même quelque chose d'ambiance, quelquefois, corde de garde, hein. Et si on ne rit pas, on est vraiment une coincée. Si on participe, c'est un peu minable. Donc, on n'a pas beaucoup de bonnes solutions, hein. Donc, c'est difficile, mais c'est passionnant parce que c'est un défi à relever. Maintenant, j'ai pas mal de consoeurs qui sont chefs. C'est pas très facile. Elles sont plutôt d'ailleurs reporters que chefs, parce que c'est vrai que d'être coincé entre une direction où tous les journaux en France généralistes sont dirigés par des hommes, enfin les publications, ça reste encore un monde d'hommes. On a fait un rapport au HC l'année dernière qui a fait un focus sur le pouvoir dans la presse, que ce soit les contenus ou les personnes qui y travaillent dans la presse, ça reste encore très macho, et puis c'est la même chose à la télévision et à la radio. Donc, ce sont des mondes très difficiles où, effectivement, la seule compensation, c'est d'exercer une forme de pouvoir sur les affaires publiques. Et donc, ça, c'est quand même formidable, selon qu'on traite un sujet ou non, qu'on favorise un homme politique ou non, qu'on lui donne la parole ou non, qu'on l'interroge d'une certaine manière ou non. Un homme, je dis, vous voyez, automatiquement, je dis un homme politique, parce que longtemps dans ma vie, ça a été des hommes politiques et pas des femmes. Aujourd'hui, il y a un peu plus de femmes, mais encore, les chefs de parti sont quand même pour la plupart des hommes, les grandes structures sont tenues par des hommes, les ministères régaliens, les cabinets, c'est encore un monde très, très masculin. Et on a quand même effectivement une double responsabilité quand on est chef femme dans un média, c'est d'essayer de faire progresser les causes et les carrières de ses consoeurs, et puis, et des femmes en général, et puis d'essayer d'influencer un peu sur les affaires publiques dans le bon sens. Alors, on influe forcément par la manière de se comporter, d'abord d'être digne du rang qu'on vous a bien voulu vous donner. J'espère que j'en ai été digne. Enfin, j'ai fait une carrière dont je n'ai pas à rougir. C'est très bien. Pour les gens de gauche, je passais pour être de droite. Pour les gens de droite, je passais être de gauche. C'est quand même l'idéal de ce qu'on peut appeler l'objectivité médiatique. Je ne mettais personne très à l'aise, ni personne très mal à l'aise. Donc, c'est une façon d'exercer son métier en n'étant pas trop partisane sur les sujets politiques, mais en essayant de faire éclater le plus possible la vérité. Et après, sur les sujets droits des femmes, il faut bien dire qu'il n'y en avait pas beaucoup qui enthousiasmaient les rédacteurs en chef, mes collègues, ni la direction de la rédaction. Et en dehors de se battre contre la burqa, ou des sujets vraiment énormes comme ça, où j'ai pu participer à ce que pousser mes journaux respectifs à embrasser le sujet, c'était assez rare. Je dois dire qu'on puisse parler du problème spécifique des femmes, ça rasait tout le monde. C'était vraiment un sujet, oh, toi et tes nanas, on en a ras-le-bol. Enfin, c'était très, très, très difficile. Mais enfin, bon, on y arrive un peu, mais je veux dire que ça continue à être difficile pour les consoeurs d'après leurs témoignages. Demandez à toutes celles qui parlent sur les plateaux, elles sont encore coupées. Moi-même, j'ai une longue carrière à la télé parce que parallèlement à la presse écrite où j'ai exercé, j'ai été invité à la télé. J'ai dû apprendre à couper la parole, à faire comme les hommes, à prendre une grosse voix et à dire « vous ne m'interromprez pas, vous ne m'interromprez pas, j'irai jusqu'au bout de ce que j'ai à dire ». Enfin, il faut apprendre à être mal élevé, ce qui est triste. Et aujourd'hui, les consoeurs rappellent qu'elles se font encore très maltraiter. Et par exemple, les consoeurs journalistes sportives, c'est épouvantable. Vous vous rappelez le reportage de Canal+, où elles racontaient toute leur misère et leur malheur, comment elles sont traitées. Donc, la partie n'est pas gagnée. Mais il y a eu un point positif dans ma carrière, c'est les 6 ans après passer au CSA, où on m'a confié les droits des femmes. Et alors là, ça a été une belle bagarre, mais ça a rendu des effets. Parce qu'au même moment, Najat Vallaud-Belkacem passait sa loi sur l'égalité réelle, et on a pu augmenter les pouvoirs du CSA, baptisé maintenant Arcom, enfin à l'époque c'était le CSA, tout le monde sait ce que c'était le CSA, et on nous a donné le pouvoir de veiller à l'image des femmes. Mais malheureusement, dans l'article de la loi où c'était marqué ça, c'était marqué en concertation avec les chaînes de radio et de télévision. Donc j'ai dû me taper 18 réunions avec les télés et les radios pour mettre au point la nouvelle règle du jeu, parce qu'il fallait leur accord. Et donc, ça a été très, très compliqué. Je suis beaucoup, beaucoup bagarré. Mais enfin, on y est arrivé. Et mon grand fait de gloire,
a été de pouvoir faire vraiment, au nom de cette nouvelle loi, condamner des propos et des gestes déplacés à la télévision, à la radio, qu'ils soient de M. Hanouna ou d'un autre, ça c'était sur le groupe Canal, et puis à Énergie, il y a eu aussi une condamnation, et les condamnations du CSA ont été confirmées par le Conseil d'État. Donc on a fait jurisprudence, on a bien appliqué la loi, et depuis, je dois dire qu'à la radio et à la télé, c'est descendu d'un cran, le sexisme. Ce n'est pas encore parfait, mais ça fait des progrès. Reste l'énorme problème du secteur numérique, où là, les femmes se font traiter horriblement mal. C'est vraiment le lieu de tous les dangers pour les femmes, de tous les stéréotypes, de toutes les attaques, et ça n'est pas régulé. Donc, ça devrait être tout un de nos prochains combats. Et moi, je rêve de pouvoir faire entrer un jour dans une loi ou dans une directive européenne le fait que le secteur numérique doit non seulement éviter de propager des propos haineux et des propos et des séquences nuisibles aux plus jeunes, mais aussi veiller à l'image des femmes parce que ça prend des proportions absolument catastrophiques. Voilà, j'ai peut-être assez parlé, j'en ai déjà dit beaucoup. Est-ce qu'il y a des choses qui manquent, Jocelyne? Écoute, c'est parfait et en plus tu nous as régalé de ton récit, la manière dont tu racontes est tout à fait captivante. Sur le CSA, bon, tu en as parlé aussi, mais je pense qu'effectivement, tu peux t'en embellir d'avoir fait avancer un peu les droits des femmes à ce moment-là. Pourtant, on sait que, y compris le CSA ou le Barcom maintenant, a toujours un peu de difficulté enfin, on voit des choses quand même encore énormes aujourd'hui au niveau des médias, au niveau de la télévision, des plateaux où on parle, par exemple, de l'avortement et sur le plateau, il y a 5 mecs. Et ah oui, c'est effrayant. 0 femmes. Enfin, j'ai vu ça récemment. On se dit qu'il y a quand même un petit problème, quoi, Non, mais c'est pour ça c'est pour ça, Jocelyne, tu as d'autant plus raison, que nous demandons, que ce soit HCE ou à la Fondation des femmes, que la loi sur l'audiovisuel soit complétée avec non seulement une demande de chiffres aux chaînes, mais une obligation de progression et un affinement dans la façon de compter, que ce ne soit pas juste une moyenne par an, on a 35% d'experts sur le plateau, mais sur chaque émission et à chaque horaire, parce qu'évidemment les femmes sont quelquefois confinées sur les sujets femmes à des heures de petite écoute, et on ne voit les hommes qu'aux heures de grande écoute sur les sujets entre guillemets nobles. Donc il faut compléter la loi sur l'audiovisuel et je pense être beaucoup plus sévère sur les émissions de télé-réalité, parce que là, c'est encore permis parce que c'est évidemment d'énormes rentrées financières dans les chaînes, c'est à des horaires en fin d'après-midi où les jeunes regardent ça, c'est une catastrophe, c'est vraiment un nid à stéréotypes et à violence, et que ça ne devrait pas avoir lieu sur les chaînes. Alors on me dit, si ce n'est pas là, ça sera sur le numérique, mais ce n'est pas une raison, ça devrait être contrôlé partout. Ok, merci beaucoup Sylvie, je sais que tu es très bousculée. Merci à vous, j'ai encore beaucoup de travail, je suis désolée de ne pas rester avec vous. Bravo à toutes. Ce que j'ai entendu était déjà passionnant. Merci Jocelyne, les mardis sont géniaux et je vous rejoindrai le plus vite possible dès que tout ce travail sera derrière moi. À bientôt et bravo. Merci. Eh bien, voilà la vision de Sylvie Pierre-Brossolette. Donc, Marie-Christine Renamané, je pense que, voilà, c'est qu'est-ce que vous avez, voilà, c'est à vous, et qu'est-ce que vous avez qu'est-ce qui est semblable à ce qu'elle dit et qu'est-ce qui est différent. Merci infiniment, Jocelyne. Alors, déjà, bonsoir tout le monde. Je suis très heureuse et touchée d'être conviée à cette, on va dire, table ronde, en tout cas avec toutes ces femmes, par vous, bien sûr, par l'ensemble des personnes qui font cette belle association. Double honneur aussi, puisque je suis également associée auprès de Sylvie Pierre-Brossolette qui vient de parler. Difficile de passer après elle pour parler de son parcours, bien évidemment, mais surtout, je vais dire un petit mot au départ, toutes les femmes qui ont parlé, en fait, toutes on partage les mêmes combats, les mêmes conseils que je résumerai avant de parler de mon parcours, qui est de prendre sa place, c'est-à-dire d'y aller, comme vous avez dit, chère Agnès Bricard, c'est bien ça, hein, je n'ai pas d'erreur sur le nom, je suis encore un peu émue d'être parmi vous aujourd'hui, puisque comme vous le savez, moi j'ai plutôt l'habitude de parler de l'actualité des Outre-mer qui fait partie de mon média, ou de parler de toute autre actualité, et non pas trop de moi. Donc, ce qui est un exercice un peu difficile
Donc, je vous ai à l'œil, chère Jocelyne, pour cet exercice de ce soir, parce que ce n'est pas évident. Et ce n'est pas parce qu'on a l'habitude de parler dans un micro de différents faits sociétaux qu'on a l'habitude de parler de soi ou de conseils de femmes. Alors, je vais dire aujourd'hui, on va dire plutôt des conseils d'amis, ça va peut-être enlever l'émotion qui m'étreint. Ça sera beaucoup plus simple parce que je ne vois que des regards bienveillants. Et surtout, les beaux conseils qui sont passés après moi, mais j'ai l'impression, elles ont tout dit finalement. Retenez bien, tout ce que je vais dire, elles l'ont dit dans leur parcours, dans leurs expériences, dans un élément. Et moi, je vais le dire avec un vrai jeu de mots, de façon plus colorée. Parce que mon parcours, il fait aussi partie de mon identité. Puisque vous me voyez, hein, déjà, quand on parle de « est-ce que c'était plus dur ?» ça fait aussi partie de mon identité. Alors, comment vous dire? Déjà, mon parcours, vous m'avez collé dans la partie médiatique. Médiatique, c'est ce qui me caractérise, puisque je suis rédactrice en chef d'un média dont le président est dans la salle, je vois qu'il se cache, il n'est pas loin. Non, il est tout au fond de la salle. Ah, mais toujours comme d'habitude. Il est au fond, mais c'est quelqu'un qui met beaucoup les gens en avant. Et je lui dois aussi là, ce que je suis, puisque c'est quand même le premier qui m'a mis les pieds à l'étrier dans une autre fonction, mais je vais y venir. Mais ce qui me caractérise, c'est que, comme tu l'as dit, pardon, je te tutoie, parce qu'on a parlé longuement hier soir, donc maintenant, nous sommes sœurs. Donc, ce qui me caractérise, c'est qu'avant d'être journaliste, rédactrice en chef, j'ai fait 17 ans dans l'international. Donc, je ne suis pas comme Sylvie Pierre-Brossolette. Ou si, je me partage avec elle un petit point, c'est que nous avons commencé dans les ministères. Donc c'est aussi un petit point commun. Et quand on parle de légitimité de pouvoir, moi, je n'ai pas fait des grandes écoles de journalisme, mais j'ai tout appris sur le terrain, avec des personnes qui m'ont donné ce pouvoir, en tout cas, m'ont donné la chance de pouvoir le pratiquer. Donc, avant d'y venir, encore une fois, je fais une petite digression sur le pouvoir médiatique, parce que je vais répondre à la question de Jocelyne, qui est d'expliquer mon parcours. Ce n'est pas évident. Donc, je suis née à La Réunion, il y a de nombreuses années. Grâce à la coloration, je cache mon âge. Donc, et pour faire le parallèle avec le parcours de madame qui a parlé de ses études, moi, j'ai quitté mon île à l'âge de 18 ans pour faire des études à Paris. J'ai fait Hippocane Sciences Po. Après, je me suis dit, ah, j'ai pas eu la chance en me disant, oui, fantastique, le collectif tout-de-suite. Pas du tout. Je me suis dit, mais je ne me trouve pas ma place à Paris, je ne me trouvais pas dans Hippocane Sciences Po, je voulais faire Sciences Po, je ne me trouvais pas après l'université, je trouvais que c'était un peu trop vaste. Et j'ai trouvé mon parcours en allant en Amérique du Nord, en allant étudier à l'Université de Montréal, je vous l'ai fait court, hein, McGill, Harvard après, et ensuite, grâce à toutes ces études, je me suis plongée dans l'international, puisqu'après j'ai fait dans mon parcours gestion de projet à l'international, urbanisme, et ensuite j'ai plongé dans le domaine de l'international. Mais si je fais cette petite digression, c'est parce que les guides du pouvoir sont finalement similaires dans l'international, dans la diplomatie. Il y a des petites choses. Lorsqu'on est femme, on va dire, on souffre ou alors on fait face, au-delà de souffrir, on fait face aux mêmes exigences. C'est-à-dire l'exigence, c'est de sa place face à ce milieu qui finalement est un milieu d'hommes, généralement, mais où on doit montrer quelque chose, c'est pour sa légitimité, c'est le travail. Il n'y a pas de recette miracle. Quel que soit le métier dans lequel on fait face, pouvoir médiatique et autres, c'est face à des gens qui vont vous demander est-ce que vous êtes à la bonne place? Comment prendre le pouvoir? Si vous travaillez, si vous êtes persévérant, c'est la recette du succès finalement, hein. Quel que soit le métier. Finalement, en face de vous, les gens qui ne vont pas reconnaître votre légitimité ou votre pouvoir, il n'y a rien lorsque vous savez que vous avez la légitimité, le pouvoir, le travail, et de persévérer dans ce que vous faites. Donc, finalement, je pense que c'est une des clés du succès, en tout cas face au pouvoir. Donc maintenant, je passe sur le côté international pendant 15 ans à sillonner la planète ou à promouvoir des coopérations. Et moi, j'ai eu la chance, ce n'est pas une femme qui m'a donné cette chance, c'est un homme qui s'appelle encore une fois Luc Laventure et qui était patron de France O. J'ai été très attirée par tout ce qui est médias, communication, journalisme, il y a de nombreuses années. Et j'étais encore une fois dans l'international. Et il m'a donné quelques missions. Il m'a dit, tu vas voir, on va voir ce que ça va donner. Et c'est quelqu'un de très exigeant, très novateur et très avant-gardiste. Et en plus, dans France Télévisions, vous imaginez. Donc, je suis allée faire mes preuves auprès de ce directeur à l'époque et j'ai découvert le monde des Outre-mer. Ce n'était pas comme ça, hein. Je ne me suis pas dit, je vais me réveiller, je vais me mettre au combat des Outre-mer. Pas du tout. J'ai appris en faisant tous les petits boulots.
c'est-à-dire dans une chaîne de télé. C'était le passage de François sur la TNT, donc il fallait être présent à toutes les étapes. Donc, pendant de nombreuses années, j'ai appris beaucoup de choses. Et un jour, Luc Laventure a voulu fonder le média, qui est un média privé, qui s'appelle Outre-mer 360. Et je me suis dit, OK, au début, j'étais très réticente. Je suis passée du monde des ministères, du monde de la diplomatie, du monde finalement de la fonction publique à une entreprise publique. Et tout d'un coup, waouh, se jeter dans le bain du privé. Et finalement, continuer ce que je faisais, mais du côté du journalisme. Ouais, je me souviens, et peut-être qu'il va se souvenir, au début, j'étais « Ah là là, je ne suis pas très… » La légitimité, encore une fois. Et finalement, on y est allé. Et en fait, pour vous dire, on s'est battu tous les jours, et je suis passée de journalisme à rédactrice en chef aujourd'hui. Ce n'était pas évident, C'est-à-dire, tous les jours, il fallait aller sur le terrain, tous les jours, il fallait montrer qu'on pouvait être légitime, tous les jours, c'était le travail. Et maintenant, je vais faire courte sur le parcours, on est reconnu, on est un média qui traite de l'actualité des Outre-mer avec un ADN, et c'est ce qui nous caractérise, nous, en tant que femmes. Et bien sûr, j'ai pris peut-être la part féminine de Luc Laventure, puisque finalement, c'était de montrer le positif de ces territoires, mais également mettre en avant les combats de ces territoires, les combats féminins, les combats d'hommes. Et Sylvie Pierre-Brossolette le rappelle, on fait autour de nous, il y a quand même des politiques. Donc, vous avez en face de vous des politiques qui, quelquefois, ont des parcours qui ne sont pas… On va couper cette partie pour les politiques qui nous regardent, qui n'ont pas forcément nos parcours légitimes, qui n'ont pas nos diplômes. Et quelquefois, on est là, on se dit « Waouh, on doit lui donner le micro, on doit mettre la lumière sur cette personne. » Donc, on fait un choix éditorial. Donc, quelque part, on se pose un jour et on se dit « Ok, le pouvoir que vous exprimiez tout à l'heure, lorsqu'on dit qu'on a le pouvoir et qu'on est rédactrice en chef, on se dit « Ok, on va donner la parole à ceux qui vont participer à la construction de nos territoires. On va donner la parole à ceux qui c'est peut-être pas très sympa de le dire, mais qui finalement ont les mêmes valeurs que nous. Oui, mais les médias le font. Et là, maintenant, je reviens à ce que vous avez dit. Oui, le pouvoir médiatique est un pouvoir. Oui, l'information est un pouvoir. Parce que nous participons à construire la société et nous participons à mettre en avant des gens. Nous, dans notre média Outre-mer 360, et effectivement, je parle à la fois du média et de moi, puisque en étant rédactrice en chef, j'ai pris le pouvoir sur notre président. Tout à l'heure, on le disait, il m'a donné le pouvoir. Maintenant, je le prends en travaillant, en mettant en place, en valorisant des femmes, puisque nous sommes un média où nous donnons la parole à des femmes. Et ça, c'est très important, à des femmes qui sont dans les territoires et qui n'ont pas forcément la possibilité d'accéder avec nos confrères, avec d'autres confrères, au pouvoir d'être devant devant l'image. Et lorsqu'on me dit, bon, est-ce qu'il y a eu la période des pandémies, vous avez vu, on nous a demandé d'être sur BFM, sur Arte, sur, je ne sais plus les autres chaînes, voilà, exactement, sur tous les médias. C'est de donner la parole à celles et ceux qui n'ont pas la chance de prendre le micro. C'est un petit peu ça aussi, le pouvoir médiatique. C'est tout ça. Et lorsque vous disiez les obstacles, oui, il y en a eu, mais toujours à l'esprit que quand on est unis, lorsqu'on est plus nombreux, c'est aussi une des clés que m'a donné Luc Laventure. Je le cite beaucoup parce que j'ai appris beaucoup à ses côtés. Et lorsqu'on parlait de sororité, c'est aussi la chance de quelqu'un nous tend le… Bon, dans notre métier, c'est le micro et la lumière, donc c'est des caméras. Ben, on le garde un peu, donc du coup, on le partage aussi. Et c'est aussi la transmission. Donc, je parle beaucoup, c'est pas très structuré. C'est très structuré. Simplement, il faut… Alors, on va raccourcir pour vous dire que le pouvoir médiatique, c'est bien, mais c'est aussi le transmettre à d'autres. Et c'est la raison pour laquelle nous, on a travaillé en se mettant avec d'autres médias, mais c'est aussi la possibilité, avec des consoeurs et des confrères, de se mettre ensemble. Et on a récemment parlé, et on est en train de le mettre en œuvre, de mettre une association de femmes journalistes valorisant les Outre-mer, parce que ce sont des territoires qui souffrent encore de manque de visibilité et de travailler. Et un dernier point, parce que je sais que le temps est compté. Lorsqu'on est un pouvoir médiatique, on travaille encore une fois à la construction des sociétés, et donc c'est d'œuvrer ensemble. Donc c'est pas le quatrième pouvoir, c'est presque le premier, parce que nous faisons et nous valorisons d'autres personnes. Donc quelque part, c'est d'œuvrer sur différentes thématiques. Je m'en tiens là parce que je pourrais parler 1000 fois. Encore une fois, je terminerai, c'est vraiment ensemble le pouvoir médiatique. Il n'a de pouvoir que lorsqu'on est ensemble et que nous construisions ensemble. Merci pour votre attention.
Donc, on laisse la parole à Marie. Marie, c'est à toi. Oui, merci beaucoup, Jocelyne. Alors, moi, je vais vous présenter une étude qui va vraiment faire écho à ce qui a été dit précédemment sur les stéréotypes. C'est un cas d'école qui a été étudié à l'Université de Columbia. Cette étude de cas s'appelle le cas Heidi, et vous l'avez peut-être déjà entendu, et il met en avant les biais cognitifs ou encore les raccourcis mentaux qui empêchent les femmes de franchir le plafond de verre. Donc, c'est l'histoire de Heidi Rosen. Heidi Rosen est une brillante entrepreneuse américaine de la Silicon Valley et qui souhaite accéder à un poste de direction dans la finance. Pour cela, elle rédige un rapport et un CV non genré. Et cette candidature est envoyée à 2 groupes d'élèves de l'Université de Columbia. Le premier groupe pense que la candidature a été écrite par une femme, Heidi. Le deuxième groupe pense que la candidature a été écrite par un homme, Adam. À chacun des 2 groupes, il est demandé d'évaluer les compétences de cette candidature. Les 2 groupes sont unanimes. Heidi ou Adam ont tous les 2 les compétences pour occuper le poste de direction tant convoité. On demande ensuite à chacun des 2 groupes comment il perçoit la personne et s'il aurait envie de travailler avec cette personne. Le groupe qui pense qu'il s'agit d'Adam voit à travers la candidature une personne plutôt charismatique, sympathique, efficace, avec qui il doit être agréable d'aller pêcher le week-end. Le groupe qui pense qu'il s'agit d'Heidi la trouve brillante, mais à la fois froide et arriviste. Voilà, pourtant il s'agit exactement du même dossier de candidature. Donc, c'est une étude de cas qui a été reprise de nombreuses fois. C'est une étude sur les biais cognitifs ou les préjugés inconscients et qui montre qu'aujourd'hui encore, il est difficile d'imaginer une femme à la fois puissante et sympathique. Et bien évidemment, il n'y avait pas de photo, hein, c'est pas sur une photo. Non, c'était non genré, voilà. Voilà. Voilà une brève étude qui étaye finalement ce qui a été dit précédemment. Bon, écoute, Marie, merci beaucoup, franchement. Merci beaucoup, Marie, pour cette recherche et cette présentation. Alors, si vous en êtes d'accord, nous passons donc maintenant au pouvoir politique avec donc le professeur Ndiaye, que j'ai présenté tout à l'heure, et avec la députée Albane Gaillot. Et voilà. Eh bien, Albane Gaillot, donc c'est à vous. Au niveau politique, alors, les difficultés, les réussites, voilà, et un peu ce qu'on dit les unes et les autres, votre parcours et vos ambitions. Merci. Très bien, merci beaucoup. Alors déjà, effectivement, moi également, je suis très émue d'assister et de participer à ce genre d'événement parce que je pense que pour lever les obstacles que l'on peut rencontrer, effectivement, la sororité et le collectif est pour moi le plus important. Et dans mon parcours, le collectif a toujours joué une très grande place. J'ai jamais été encartée, j'ai jamais fait partie d'un parti politique. J'ai toujours eu le sens de l'intérêt général, donc j'ai toujours été déléguée de classe, parent d'élèves, élue. J'ai toujours voulu porter la parole des autres dans un sens toujours collectif. C'était jamais moi, en fait, je voulais jamais me mettre en avant non plus, mais quand même, voilà, j'avais cette ambivalence entre le vouloir porter la parole, ne pas être trop mise en avant, et j'étais toujours sur le collectif. Et ça va être ma ligne de conduite tout le temps. Ensuite, quand effectivement La République En Marche et Emmanuel Macron lancent son mouvement, moi, j'avais pas vraiment fait de politique. J'ai décidé de rejoindre ce mouvement parce que j'ai cru en ce collectif et cette parole collective. Mais je me suis aperçue rapidement que ce mouvement et que la politique en général était un monde d'hommes, était un monde de réseaux d'hommes. Donc, assez rapidement, avec d'autres femmes investies à La République En Marche, on a créé des sections Elles marchent. Elles marchent parce qu'on voulait faire œuvre de sororité, parler ensemble, s'entraider aussi.
parce qu'on était toutes novices en politique et on s'est bien rendu compte qu'on n'avait pas les codes. Et donc, on a beaucoup échangé, beaucoup réfléchi ensemble aux meilleures manières de travailler et de porter notre projet politique. Ensuite, effectivement, quand Emmanuel Macron a dit qu'il n'y avait pas assez de femmes investies qui faisaient acte de candidature pour être députée, je me suis dit, bah, c'est le moment d'y aller. Il faut aussi que je porte et que je lève le doigt, comme disait tout à l'heure Karine. Parce qu'effectivement, il fallait dire aussi que je pouvais y aller et que ma place était aussi là et que c'était important que je m'investisse et que je sois investie. Donc, j'ai été investie. J'ai mené une campagne tambour battant. J'avais 3 semaines pour faire une campagne politique, une campagne éclair. Donc là, pareil, j'ai constitué une équipe de campagne qui était totalement paritaire, puisque j'avais besoin de femmes et d'hommes. J'avais besoin des deux, toutes générations confondues. Et on a travaillé en collectif toujours. C'était vraiment, on a toujours été à 100% pendant 24 heures sur 24. Et ensuite, effectivement, je gagne cette élection. Et là, effectivement, je me rends compte, c'est un peu la douche froide. C'est-à-dire que je n'avais pas les codes, je n'avais pas le réseau, je ne connaissais pas ces réseaux d'hommes. Et ces réseaux d'hommes, ils sont puissants, notamment quand on arrive à l'Assemblée. On voit bien que pour se faire sa place, rien que pour savoir quelle place avoir dans l'hémicycle, c'est un combat que je n'avais pas. Donc voilà, j'ai appris aussi à ce qu'était que le combat politique. Et on m'a fait comprendre assez rapidement qu'effectivement, pour réussir, il fallait être un gagnant, il fallait rejoindre ces réseaux, il fallait réseauter. Mais moi, je ne comprenais pas ça parce qu'en fait, je n'avais pas ces réseaux, je n'avais jamais cette culture politique, je ne connaissais pas. Et donc, assez rapidement, en fait, je me trouve un peu isolée aussi. Et bon, je me sens de moins en moins bien avec ces combats-là qui ne me ressemblent pas. Et donc, je travaille beaucoup le terrain, je travaille beaucoup avec les associations, beaucoup avec les professionnels de santé, les entreprises. Voilà, je suis beaucoup, beaucoup sur le terrain et c'est ce travail-là qui me plaît. C'est ce travail-là parce que je vois bien que seule, je ne vais pas y arriver. Et donc, à chaque fois que j'ai travaillé sur des amendements, sur des projets, des choses comme ça, j'ai toujours travaillé en collectif. Et puis ensuite, arrive quelque chose, je sors du groupe En Marche et je deviens toute seule, non inscrite, ce qui me va très bien. Et je décide sur ce combat qu'est l'IVG, je décide de déposer une proposition de loi sur l'avortement. Et là, comment je la construis, cette proposition de loi? Je ne la construis pas toute seule. Je décide de la faire co-signer par 40 parlementaires. Et justement parce que je pense que c'était important, parce que le travail collectif est plus important que le travail individuel. Et je pense que c'était une des clés de succès. C'est-à-dire que j'ai tout de suite compris que si c'était que moi, ça ne passerait jamais. Si on était ensemble, on y arriverait. C'est-à-dire que c'est un peu la phrase que l'on dit toujours, seul on va plus vite, je crois, et ensemble on est plus fort, quelque chose comme ça. Et je crois que le ensemble on est plus fort, c'était important. Et ensuite, ce cheminement, cette proposition de loi, il a été très long. Il a été semé d'embûches. Les obstacles, ils ont été très nombreux. Très nombreux. Et les obstacles, ils ne sont pas liés forcément à mon sexe. Ils sont liés au fait que j'étais pas dans le carcan politique. Et ce qui a réussi, je pense que c'est le levier, ce qui m'a permis de réussir, c'est que j'ai toujours cru, j'ai toujours œuvré, j'ai mis en avant, si vous voulez, j'ai toujours travaillé de manière très collective. Et surtout, je n'ai pas écouté les hommes qui m'ont donné des conseils, d'hommes. Et je peux vous assurer que parfois, on m'a dit, non, mais alors Alban, il faut vraiment, tu vois, sur cette proposition de loi, il faut vraiment que tu mettes que c'est toi qui l'as faite, c'est toi qui l'as rédigée, c'est toi qui es porteuse, c'est toi qui en est l'autrice. Et je dis oui, mais moi, ça, je le sais. Mais si je le mets en avant, je sais que ça va peut-être en froisser certains autres. Et donc, j'ai décidé avec certainement humilité, mais je me suis dit que la clé du succès, ce n'est pas me mettre en avant moi, c'est mettre en avant le texte pour l'intérêt général. Et donc, je n'ai pas écouté ces conseils qui étaient certainement peut-être de bonne foi et certainement bienveillants, mais qui ne me correspondaient pas. Donc, on me dit effectivement pugnace, et je suis très pugnace, mais parce que ça a du sens. Parce que ce que je faisais, c'était pour l'intérêt général. Et aujourd'hui, cette loi, elle a été adoptée le 23 février.
C'est une navette qui a duré 1 an et demi. Tout le monde, dès le départ, m'a dit que c'était impossible parce que jamais une proposition de loi de l'opposition n'est adoptée, en gros. Jamais une proposition de loi d'une députée non inscrite est adoptée parce que le fonctionnement de la Ve République ne nous permet pas ça. Et donc, je peux vous assurer que j'ai dépoussiéré un peu cette Ve République, j'ai dépoussiéré un peu les bureaux de l'Assemblée nationale, j'ai dépoussiéré un peu ce mécanisme qui était qui coinçait, qui était un peu verrouillé. Voilà, j'ai un peu fait la révolution, mais voilà, c'était un peu. Je crois que c'est un bon exemple de ce que je pense qu'effectivement, dans les combats que nous menons, en tout cas politiquement, je crois qu'il est important de garder notre identité. Garder notre identité, c'est garder ce qui fait ce que nous sommes, notre histoire, notre vécu, le fait que nous soyons des femmes. Je pense que c'est important de le faire vivre et de le faire vivre dans nos combats. Et nos combats, ils ressemblent pas à ceux des autres. Et je crois que voilà, notre identité, elle est porteuse de beaucoup de puissance, beaucoup de réussite, beaucoup de valeurs. Et je pense que c'est ça qui fait qu'on a ces réussites-là. Je ne suis pas dupe sur les obstacles que nous rencontrons, qui sont nombreux, mais je pense qu'avec effectivement notre esprit collectif et notre sororité, on peut y arriver. Voilà un peu mon parcours, les combats que j'ai menés, ceux qui sont importants pour moi. Et je voulais ajouter quelque chose dans le contexte de la campagne présidentielle que nous vivons. Je trouve que le sens du mot leadership est très important. Et je voulais réagir, et quelle que soit la couleur politique que l'on peut avoir, que les remarques envers les femmes politiques qui se présentent à l'élection présidentielle sont plutôt acerbes, plutôt dures. Et effectivement, on dit à une qu'elle manque de leadership, on dit à l'autre qu'elle est hystérique, on dit voilà, qu'elle est trop autoritaire. Je trouve que les stéréotypes que l'on renvoie sur les femmes leaders, les femmes candidates aux élections présidentielles sont plutôt à revoir. Et je pense qu'on pourrait, effectivement, quand on voit, par exemple, Valérie Pécresse, on lui dit qu'elle manque de leadership. Mais quel est le leadership? Quelle est notre définition du leadership? Je pense que c'est à remettre aussi en perspective parce qu'on peut être… voilà, souvent, le leadership, c'est un homme charismatique. Et c'est quoi le charisme en plus? Voilà, donc, vous voyez, moi, je pourrais ouvrir le débat, mais je trouve que c'est très intéressant de se poser des questions dans ce sens. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Je pense qu'effectivement, les stéréotypes, ce dont vous parlez, les stéréotypes sexistes, ils ne sont pas non seulement à revoir, ils sont à éradiquer surtout. Tout à fait, à éradiquer complètement. Mais c'est vrai qu'on a des mécanismes, effectivement, quand un candidat ou une candidate passe à la télé, on a des mécanismes. Et tricoter avec nos stéréotypes quoi, de genre, comme filles et comme garçons. Quoi. Mais en tout cas, je pense que vous avez bien fait de ne pas écouter quand on vous disait oui. quand vous aviez des volontés de backsliding, vous avez bien fait de ne pas les écouter. La preuve, c'est que vous avez réussi à faire voter cette loi. Félicitations et merci beaucoup d'être venu parmi nous, Alban Gaillot. C'est très précieux. Je trouve que tous les parcours qui sont présentés là sont extraordinaires parce que il y a à la fois une diversité et enfin, j'allais dire une concordance effectivement des buts et des objectifs. Merci infiniment, Alban. Merci à vous. Merci. Nous allons à présent écouter le professeur Dioro Ndiaye, que j'ai présenté tout à l'heure, que je ne représente pas, mais cher Dioro, c'est à toi. C'est moi qui suis contente, et heureuse d'avoir toujours ton amitié et d'être associée aux réflexions que vous faites dans l'autre hémisphère, un peu tellement plus loin maintenant par rapport à là où j'évolue. Et je suis tellement fière de ta fidélité. Je crois que c'est ça ce qu'on peut dire. Hein. On est très, très fidèles en amitié. On va toujours l'une vers l'autre et
quels que soient les problèmes d'ailleurs que nous vivons, non seulement au sein de nos associations, mais nos réflexions personnelles. C'est très, très revigorant de participer à un débat pareil, à des échanges pareils. Et j'ai beaucoup aimé toutes les interventions que j'ai écoutées depuis tout à l'heure. Et Dieu sait qu'il y en a qui sont riches d'enseignements et de leçons de vie. Moi, ce que j'ai à partager avec vous est assez particulier. En tant que femme, d'abord, hein, une africaine et noire, parce que ce n'est pas péjoratif. Il ne faut pas le prendre comme ça. Je me connais très bien. Je suis très, très franche parce que je veux comprendre les choses. Je veux qu'on avance et qu'on avance de manière positive. Alors, moi, je vis et j'ai vécu un parcours de femmes combattantes, de femmes leaders, dans des conditions absolument différentes que celles que je viens d'écouter. Je viens d'une famille nombreuse, sénégalaise, avec un père ambassadeur, mais polygame. Ma mère étant sa première femme, donc ses enfants ont été très vite les plus grands de la maisonnée. Et quand il a eu l'opportunité d'ouvrir l'ambassade du Sénégal en Suisse, eh bien, j'ai fait partie de ces enfants qui ont pu partir avec lui et qui ont terminé, qui ont fait toutes leurs études secondaires jusqu'au bac. Moi avant le bac, mes autres frères jusqu'après le bac, et on est rentré après. J'ai fait l'université ici à Dakar. Et d'une grande fratrie. Moi, ma famille, elle est énorme. Je ne vous dis pas. Mais de même mère, nous sommes 7. Et ma maman a éduqué nous-mêmes, donc ses propres enfants et les enfants des autres épouses aussi, de l'autre épouse que papa a eue, si bien qu'on se retrouve, nous, maintenant, adultes et même du troisième âge, même une famille d'une quinzaine de personnes, mais absolument liées. Tous avons fait des études supérieures, tous avons eu des parcours très, disons, remarquables pour l'Afrique, et on a réussi sur nos vies. Alors, comment j'ai pu, moi, naviguer dans cette atmosphère-là, faire mes études, aller à l'université et me marier, avoir des postes de responsabilité, en plus des responsabilités familiales, des postes de responsabilité à l'université où j'ai fait, puisque moi je suis universitaire de base, hein, je suis odontostomatologiste, j'ai été la première femme agrégée en odontostomatologie en Afrique francophone, avec en ex-aequo, comme on dit, avec une autre dame qui était beaucoup plus âgée que moi, qui m'avait même enseigné, et nous étions donc les deux à être les premières agrégées en Afrique francophone en odontostomatologie dans cette discipline-là, aidée par le CAMES, à l'intérieur du CAMES, bien entendu, piloté par la France. Alors, c'est dans cette atmosphère-là de travail. Mon père est un éducateur, est un instituteur hors pair. Il a été fabuleux et nous a tellement mis je ne dis pas sur les rails parce que ce n'était pas comme ça, mais il nous a tellement inculqué un canevas de vie, une vie d'excellence, une vie dont la trame est vraiment très, très, très basée sur la morale, sur la qualité, sur les capacités, si bien que la plupart d'entre nous sommes des leaders dans le travail où nous évoluons. J'ai fait l'université en tant que enseignant à l'université, d'abord étudiante avec mes diplômes. J'ai toujours été première, je dois le dire. C'est peut-être aussi quelque chose de particulier. J'ai toujours été major. Moi, j'ai toujours été major dans mes études supérieures. Et quand j'ai fini mes études supérieures, j'ai eu une facilité
Et non, peut-être parce que j'étais dans cette position-là, justement, pour exercer, pour être recruté comme assistant à la faculté de médecine, de pharmacie et de stomatologie, de faire mes diplômes entre la France et le Sénégal, puisque c'était la même académie à l'époque, et ma foi, de revenir dans mon pays avec une position assez privilégiée d'assistant, de maître assistant, de maître de conférence agrégé et également de professeur titulaire. Et tout de suite après, j'ai été coopté dans le gouvernement par le président Abdou Diouf. Alors, c'est peut-être aussi à cause de ces positions particulières, parce que je m'interroge, j'ai écrit mon combat ou mes combats dans la République, j'ai écrit un livre sur mon parcours et je me suis demandé, est-ce que le fait d'occuper ces positions privilégiées était dû à ma carrière d'abord, d'une part, et que au moment de la sélection, en regardant parmi les premières têtes, la mienne sortait et on me proposait également le poste. Mais ce qui est important de dire ici, c'est que chaque fois où j'ai été à une position de direction, où je pouvais exercer un leadership quelconque, ma première pensée et ma première action a toujours été pour l'éducation. Comment faire pour pousser les gens qui étaient avec moi, devant moi, ou les populations avec lesquelles j'interagissais, que ce soit les étudiants, que ce soit les populations de mon pays. La question de l'excellence m'a toujours tardé et j'ai toujours porté en bandoulière. Il faut être éduqué, il faut être instruit, il faut savoir comment les choses marchent, il faut savoir faire un choix, il faut avoir le courage d'aller plus loin, de toujours essayer d'aller plus loin parce que c'est la meilleure manière, moi, que j'avais vue pour exercer mon leadership sur les populations que j'avais en charge. En tant que ministre, toi-même, Jocelyne, tu as bien été présente au moins un moment quand nous travaillions à préparer Pékin avec la mise en place, et ça, ce sont des acquis au plan international. Le premier comité femmes et développement, c'est nous qui l'avons créé ici avec votre gouvernement et c'est l'Afrique qui l'a amené et c'est moi qui ai dirigé l'Afrique, pas seulement le Sénégal, mais l'Afrique tout entière en face du gouvernement français pour argumenter, pour faire comprendre au gouvernement français qu'il était de son devoir et pour la première fois d'être visible à côté des femmes, je pense des femmes du monde, mais en particulier des femmes africaines, parce qu'à côté des femmes africaines, on ne voyait justement que l'anglophonie ou les pouvoirs anglo-saxons. Et c'est avec vos ministres de la coopération internationale, vos ministres des Affaires étrangères, que nous avons pu négocier ce type de... Et ça, on l'a fait parce qu'on avait un leadership quelconque à faire valoir. À l'intérieur de mon pays, parce que être dans un gouvernement, c'est vrai que c'est beaucoup de travail, c'est vrai que c'est difficile, mais c'était un privilège pour moi parce que cela me permettait de joindre des populations, des cibles qui étaient des cibles extrêmement importantes pour moi, si je voulais que mon pays se développe, si je voulais que les idées que je mettais en œuvre dans les différents programmes que j'initiais dans mon gouvernement, eh bien, que ces idées-là puissent porter le fruit auprès des populations, c'est les jeunes et les femmes. Et jusqu'à présent, je suis concernée par ces deux cibles-là. D'abord, les jeunes, parce qu'il me semble que si on veut créer les conditions d'un développement quel qu'il soit, mais un développement humain globalement, il nous faut de l'expertise, il nous faut un capital humain de qualité, il faut prendre stock de la croissance démographique, ce boom démographique que tout le monde décrit à travers le monde. En géopolitique, c'est un problème fou que cela pose aux structures qui coopèrent avec nous, aux États qui coopèrent avec nous. Eh
bien, ce boom démographique, il faut le traduire en dividende démographique pour que le profil de nos jeunes puisse répondre aux exigences de développement de nos différents pays. Ça, c'est une plus-value sur laquelle j'ai beaucoup travaillé. Les jeunes, les femmes, parce que je suis convaincue qu'aucun pays ne se développera, en particulier en Afrique, sans les femmes. Elles sont plus nombreuses, mais elles sont tellement loin en termes d'éducation et de formation, parce qu'on est sous une chape culturelle. Je suis ravie, émerveillée d'entendre cette loi qui est passée, je vous dis encore la semaine dernière, que nous avons tous écouté venant de chez vous, que vous fassiez passer cette distance, cette durée d'attente donc de 12 à 14 mois pour les comment on le dit encore, juste pour les grossesses, alors que nous, pour faire des avortements, parce qu'il y a eu viol, parce qu'il y a eu inceste, parce qu'il y a eu drame, mais personne, je ne dis pas que personne n'ose parler, si l'association des juristes sénégalaises y travaille, mais c'est tellement peu et c'est tellement faible par rapport à la force des oulémas, la force culturelle, la force traditionnelle, que on n'est pas dans une bataille perdue. Je ne me mets jamais dans cette position-là, mais je sais que c'est difficile et je vous félicite pour ça. Au plan international, à part ce que j'ai fait à l'OIM, la migration nous intéresse tous les pays développés comme les pays en voie de développement. J'étais la première femme africaine à occuper le poste de directeur général adjoint de cette organisation internationale qui existe depuis 50 ans. Et dans cette position-là, ma charge n'était pas seulement l'Afrique, mais j'ai fait le maximum pour que l'Afrique se réveille à la gestion de la migration, au management de la migration, que l'Afrique sache qu'elle a une responsabilité par rapport à la migration, parce que c'est d'elle, de son territoire, que partent les autres. Et pourtant, la migration africaine, elle est plus importante entre pays africains. Mais ce que j'ai pu montrer du doigt aux Africains qui étaient membres du conseil d'administration, eh bien, qu'il fallait leur responsabilité, et ils sont passés de 9 membres à 46 membres quand moi j'ai quitté l'OIM. C'était une excellente chose, mais ça ne veut pas dire que le travail soit terminé. Voilà ce que je voulais dire en résumé, vraiment en résumé, en raccourcissant tous ces trajets-là, mais des trajets extraordinaires. Et je ne suis pas seule. Je veux dire que la position de leader me dérange un peu parce que cela me fait sortir du lot. Or, moi, mon travail a toujours été avec le lot, être avec le lot, leur montrer la voie, certes, leur dire que voilà, si vous voulez vous en sortir, voilà l'effort qu'il y a à faire et voilà la voie à emprunter, mais j'aime bien être avec eux. Je te remercie infiniment de m'avoir associé à ce travail. Claudine Monteil-Bon. Oui, bonjour à toutes et à tous. Je rajouterai sur ce qu'elle a dit Jocelyne tout à l'heure, que je suis également présidente de Femmes Monde et je suis conseillère à la Commission nationale française pour l'UNESCO. Donc, même si je suis diplomate à la retraite, j'ai encore des activités diplomatiques. Alors, d'abord, très heureuse d'être là, vous toutes, je vous connais la plupart, et vous êtes des personnes toutes formidables, hommes et femmes, et femmes et hommes. Et donc, c'est simplement d'abord, je voudrais, j'ai tout écouté, j'ai entendu Agnès, tout ce que tu as dit, tout ce que vous avez dit, j'ai tout écouté pendant que je n'étais pas là. Et je vais repartir quand même 10 secondes sur mon expérience personnelle du Quai d'Orsay. Je suis entrée au Quai d'Orsay en 1979, après avoir eu une jeunesse, parce que c'est lié à toute l'actualité. Après avoir une jeunesse passée entre les États-Unis et l'URSS. C'est-à-dire que j'ai commencé à aller en URSS à l'âge de 14 ans, j'ai passé le rideau de fer, mon père a aidé les dissidents soviétiques à sortir des goulags, et donc c'est pour vous dire simplement qu'à une époque où il y avait le mur de Berlin, c'était assez particulier, et j'ai passé 2 étés comme étudiante à Kiev. Donc je n'ai pas besoin de vous dire ce que je peux ressentir ce soir. Mais ce n'est pas pour vous parler d'émotion, c'est pour vous dire simplement que je suis entrée au Quai d'Orsay après avoir fait le MLF, le Mouvement de libération des femmes avec Simone de Beauvoir.
C'est-à-dire que j'avais été habituée à être insolente, occuper des bâtiments, protester, aller voir la police, négocier. Et j'avais appris à négocier. Avec Simone de Beauvoir, j'avais appris à négocier. Je me suis d'abord retrouvée comme pigiste au Monde, où j'ai pendant 2 ans publié des beaux articles, des titres, qui m'a donné, j'avais une rubrique, mais on n'engageait pas de femmes. Le Quai d'Orsay m'a proposé un poste parce que je connaissais bien, justement, les pays de la guerre froide. Et c'est simplement pour dire que je me suis donc retrouvée seule femme au milieu d'hommes. Alors attention, dans les réunions, on me regardait et on me disait « Monsieur, qu'en pensez-vous » Voilà, je m'occupais des dossiers. Au début, le directeur général ne voulait pas me serrer la main. Et il disait « Elle va vraiment participer à la réunion parce que dès qu'il y a une femme, ça pose des problèmes. » Eh bien, c'est pas grave, j'ai continué mon chemin. J'ai continué mon chemin en particulier par 2 choses. Contrairement à ce que certaines ont dit, moi personnellement, j'allais le soir, parce que vous savez, au Quai d'Orsay, on travaille de 9h à 21h, 22h, il y avait le décalage horaire. Parfois plus et nuit, etc. Donc, les heures, on ne les comptait pas. Qu'est-ce que je faisais? À la fin de la journée, j'allais interviewer les vieux diplomates. Ceux qui avaient connu Munich, qui avaient vu Hitler, qui avaient vu ensuite Staline et tout, j'allais les interviewer, leur demander conseil. Et peu à peu, les diplomates se sont rendus compte que j'étais plus dure dans les négociations, parce que j'étais en charge de toutes les négociations sur les pays satellites de l'URSS. Et il y avait une femme remarquable qui était en charge de l'URSS. Nous étions 2 femmes, 2 exceptions au Quai d'Orsay, et on était plus dures l'une que l'autre. Et en fait, c'est ça qui les a marqués, c'est que les hommes étaient un peu mous, vous savez, ils savaient, bon, on leur envoyait une femme qui était charmante et qui leur disait qu'il fallait lâcher sur tel point diplomatique, mais nous, on ne pouvait pas nous envoyer une femme charmante qui nous dise ça, et donc, on tenait bon. Ça a été la première chose. La deuxième, donc, c'est que j'ai osé, je me suis dit, il n'y avait pas de femme nulle part, et je me suis dit, tant pis, non mais je parle quand même en 2 minutes, je raconte mon histoire en 2 minutes, tu vas voir après. Il n'y a pas de problème. D'accord, non, parce que... Mais c'est tout à fait je vous rassure, je vais aller vite après. Je vais aller vite après, mais je veux vous donner... Elle fait comme elle veut, de toute façon, je suis habituée. On est amis depuis longtemps. Vous savez, c'est depuis le manèvre, hein. C'est moi qui ai dû le voir, c'était ce qu'elle voulait. Et elle me disait, faites ce que vous voulez. Donc, non, mais donc, je vous raconte simplement pour vous montrer comment c'était. C'était pas grave, j'étais une des rares femmes, la seule, une des rares femmes, c'est pas grave, je continuais mon chemin. Et là, il a fallu que je change de poste, parce qu'au Quai d'Orsay, on reste 3 à 4 ans sur un poste, et ensuite, pour la carrière, je ne savais pas quoi faire. Et c'est Védrine, Hubert Védrine, qui, à ce moment-là, est nommé, il était dans le bureau d'à côté du mien. On était ensemble, on se connaissait, enfin, je veux dire, on discutait beaucoup sur les pays de l'Est, et il était très accessible et très respectueux. Et Védrine me dit, mais tu sais, on cherche quelqu'un vraiment pour prendre un poste de responsabilité sur l'Afrique. Parce qu'il n'y avait que des hommes de Focard, de Jacques Focard, il n'y avait qu'à France-Afrique. Et je dis à Védrine, je ne connais rien. Je suis spécialiste de la guerre froide et pas de la... Il me dit, je te nomme Afrique de l'Est et Océan Indien. Je lui dis, t'es fou. Eh bien non, il n'était pas fou. Parce que mon expérience de la guerre froide, mon expérience de négociation avec Simone de Beauvoir, avec le MLF, quand il fallait se battre pour obtenir des choses, faisait que j'étais plus dure dans les négociations. Et en même temps, les pays africains, les ministres africains, ils avaient été habitués pendant 20 ans à avoir des hommes de la France-Afrique qui leur parlaient d'un air méprisant, qui les traitaient comme moins que rien. Et moi, je suis arrivée et j'ai dit, je veux être respectée en tant que femme. Et eux, ils voulaient être respectés en tant qu'Africains et de l'océan Indien. Et je me suis retrouvée dans les bagarres de la guerre froide. Et après, j'ai été nommée à chaque fois à des postes qui étaient considérés comme difficiles. Est-ce que vous croirez, quand vous connaissez mon parcours, que j'ai été en charge de la coordination du régime de non-prolifération balistique, le MTCR pour le monde entier? Vous ne le croiriez pas? Eh bien si, pendant 4 ans, j'ai été en charge de ça, plus d'autres choses que je passe, et j'arrive maintenant à aujourd'hui. Mais c'est pour vous dire que, d'une certaine manière, en dépit de la misogynie, j'ai fait mon petit chemin parce que quand même, les hommes observent ceux qui font le travail, et en l'occurrence, celles qui font le travail. Le travail, on est bien d'accord. Donc c'est pour vous encourager toutes et toutes, vous inquiétez pas. Alors au milieu de tout ça,
Je me suis un peu occupée des droits des femmes. Les jeunes femmes, les diplomates femmes, mes collègues, au début, elles se méfient un peu de moi parce que c'est quand même une pétroleuse. Là. Oh là là, c'est une féministe. Hein. Non, non, elle est terrible. Donc, on ne veut surtout pas être associé avec elle. On ne veut même pas prendre un café avec elle. Et puis, les années sont passées. Oui, au début, ils ne voulaient pas prendre de café avec elle. Et puis, les années passent. Elles ont besoin de soutien. Alors, qui venait-on voir? Eh bien, on venait voir, j'étais un peu... bon, enfin, voilà, quoi. Et c'est ainsi que j'ai rendu service à un certain nombre de femmes et que finalement s'est créé un tissu. Et aujourd'hui, et peu à peu, les postes se sont ouverts malgré, je peux vous dire, une résistance. Ce que je vous raconte, c'est sur 35 ans. Malgré une résistance extraordinaire. Mais maintenant, je ne reconnais pas le Quai d'Orsay, ou plutôt, je m'en réjouis. D'abord, les jeunes hommes viennent m'interviewer pour savoir comment c'était le Quai d'Orsay. Les jeunes diplomates hommes, est-ce qu'on peut avoir une interview avec vous? Ben non, mais c'est pour vous dire le style. Et surtout, je pense aux jeunes qui sont parmi nous. Ce qui est formidable, c'est que les jeunes femmes diplomates, elles ont fait ensemble une coordination qui s'appelle Femmes et Diplomatie. Et maintenant, elles ne laissent plus rien passer. Alors, c'est un bonheur. Moi, qui étais seule, qui me sentais seule, je peux vous dire que je trouve ça formidable. Donc, n'oubliez pas de faire des coordinations, de vous soutenir, d'être solidaire. Je sais que vous le savez par cœur, mais c'est pour vous dire que nous revenons. C'est bien de le répéter. C'est bien de le répéter. Mais c'est bien de le répéter. Alors, je peux vous arrêter, on peut dire un grand bravo. Oui. Je rappelle, voilà. Non, mais je te rassure. Il y a Sarah qui doit aussi intervenir. Non, mais je te rassure, Sarah, j'en ai juste pour 2 minutes. D'accord. Alors, vous avez compris que donc j'ai un caractère un petit peu indépendant. Et, ah bon? La pauvre Jocelyne en souffre régulièrement, mais elle est très stoïque. Hein. Et donc, avec mon caractère indépendant, que j'assume totalement, eh ben, ça fait un certain nombre d'années que je passe devant le musée de l'Homme. Alors, je passe devant le musée de l'Homme, je vois les touristes qui sont là, qui regardent la Tour Eiffel, et à chaque fois, je vois musée de l'Homme. Et je dois vous dire que je commence vraiment à en avoir assez et que je me dis, bon, je suis toujours là, mais je ne serai pas éternelle, aucune élève, le féminisme ne conduit pas à l'éternité, il conduit simplement à la sororité. Et donc, je ne veux pas mourir, ou je ne veux pas être une vieille dame gâteuse sans que le titre Musée de l'Homme ait changé. Et donc, j'en ai parlé à l'association Femmes Monde, dont j'ai l'honneur de présider, mais j'en ai parlé avec Annie Richard, qui est une grande militante féministe, présidente d'honneur de Femmes Monde, avec Claire Gilliot, avec Julie Maranger, qui est la jeune féministe présidente de Feminism in the City. J'en ai parlé avec Jocelyne, bien sûr, et nous sommes arrivés à la conclusion qu'il était temps de faire une pétition pour demander à ce que le Musée de l'Homme change de dénomination. Alors, Agathe, si tu peux passer, s'il te plaît, l'autre, voilà. Alors, j'en ai parlé surtout également à Eliane Viennot, historienne, qui connaît ça très bien, qui suit ça, et Eliane a été d'un grand soutien et d'un grand conseil pour cette pétition. Et Eliane m'a dit, mais tu as raison, non seulement tu as raison, mais il faut y aller. Et elle m'a dit, tu sais, le musée de San Diego, qui s'appelait le Musée de l'Homme, qui est un musée d'anthropologie. Le musée de San Diego a fait toute une étude, a consulté la société civile de San Diego, ensuite de la Californie, pourtant une ville très réactionnaire, et ils ont décidé, afin de respecter la diversité, de changer le musée de l'Homme par US, le musée de nous, c'est-à-dire la diversité dans son ensemble. Alors, je vous propose, si vous le permettez, je vais vous lire très rapidement, il y en a pour 1 minute, à peu près 1 minute et demie, le projet de pétition qui n'est pas définitif, qui aura peut-être encore quelques petits ajustements et que Jocelyne, très gentiment, fera circuler. Alors, le musée de l'Homme, alors je vais vous dire, j'ai pensé comme stratégie, j'ai réfléchi à l'administration, aux négociations, j'ai pensé à ça. La stratégie, ce n'est pas pour demain matin de changer le nom de Musée de l'Homme en Musée de l'Humanité, parce qu'ils auront toujours une excuse pour ne pas le changer. Mais nous avons une chance dans la vie, à Paris, c'est qu'il va y avoir les Jeux Olympiques en 2024. Donc, nous allons les enquiquiner, pour dire les choses poliment, pendant 2 ans. Nous allons faire pression pendant 2 ans sur les réseaux sociaux pour qu'ils changent. Et donc, ne vous étonnez pas d'entendre parler des Jeux Olympiques. Paris, en juillet 2024, sera la ville des Jeux Olympiques. Paris sera alors la ville lumière du monde entier.
Paris proclamera l'égalité des femmes et des hommes. La France est officiellement engagée, tant sur le plan national qu'international, pour l'égalité femmes-hommes. Il est temps que la France prouve de façon concrète cet engagement. Nous demandons en conséquence que le Musée de l'Homme soit rebaptisé avant 2024. La terminologie actuelle, qui efface toute une partie de l'humanité, doit être enfin abandonnée en France, comme elle l'est désormais presque partout dans le monde. Il est temps que le Musée de l'Homme reconnaisse enfin la diversité du genre humain. Le Musée de l'Homme doit s'appeler le Musée de l'Humanité. Ce changement de titre redonnera sa juste place aux milliards d'êtres humains, de femmes, de filles et de personnes qui ne sont pas représentées par le terme homme. Avant les Jeux Olympiques de 2024, virgule, cette injustice doit être réparée, point d'exclamation. Bravo et merci à toi, Claudine. Alors, on a un peu dépassé le temps, forcément, mais Sarah est toujours fidèle au poste. Et donc, nous allons finir sur une note joyeuse, enfin joyeuse, sur une note ludique, avec un quiz qu'elle affectionne particulièrement, Sarah. Sarah, c'est à toi. Oui, bonsoir à toutes. Merci pour l'audience donnée à ce petit quiz qui en fait n'est pas le mien, mais est celui d'ONU Femmes, qui était sorti bien à fort propos dans son contexte l'année dernière, donc dans le contexte du confinement-déconfinement. Alors, ce quiz, je vous propose de le lancer. Il devait passer avant pour faire la jonction avec la notion de pouvoir symbolique, parce que dès lors qu'on parle de droits des femmes et d'égalité, vous savez que tout ce qui est symbolique du côté des femmes se paye de manière sonnante et trébuchante. Donc cet investissement généreux dans le travail invisible et gratuit, qui commence de plus en plus à être comptabilisé au compte du PIB par la Banque mondiale, etc., l'Organisation mondiale du commerce, rend justice à ce travail invisible féminin. Alors, l'outil le plus sympathique pour pouvoir aborder cette question-là, aussi bien dans votre sphère privée que peut-être dans vos interventions et discussions avec les entreprises, avec les institutions et les pouvoirs publics, pour discuter vraiment dans le fond la question de l'articulation des temps de vie, c'est ce petit outil qui prend 2 minutes à utiliser. Donc, je vous invite à le lancer. L'idée avec ce quiz d'ONU Femmes, hein, qui est vraiment donc établi de manière très intelligente et ludique, pédagogique, c'était d'aborder toutes ces questions qui, en apparence, ne relèvent pas du pouvoir public et qui permettent en fait de comptabiliser la richesse produite par les femmes, mais qui ne revient pas aux femmes. On est à l'intersection du pouvoir économique et du pouvoir symbolique. Cela nous permet d'avoir une transition autour de l'étude de Jump, qui est adhérente à la clé, qui est une association européenne aussi bien belge que française, et qui fait des études qui sont passionnantes sur le sexisme en entreprise, et qui a fait cette étude qui s'appelle Père Pionnier. Alors, si on a décidé de vous la donner en tant que référence pour ce soir, ce n'est pas pour la balayer, on n'en a pas le temps, mais c'est plutôt pour vous donner du grain à moudre, parce qu'en fait, on pense qu'en matière de leadership et de pouvoir des femmes, l'avenir, bientôt, les prochains enjeux, et déjà actuellement, sont les questions d'articulation des temps de vie, de parentalité, de la manière dont le pouvoir public ou l'entreprise s'empare de ces sujets-là dans l'intérêt de l'égalité professionnelle et des droits des femmes. Et donc, vous avez cette étude toujours avec des titres percutants et drôles chez Jump, Père Pionnier, derrière chaque grande femme se cache un grand homme, qu'on vous laisse découvrir. Les mots-clés, les notions clés à retenir autour de ce sujet en guise de conclusion, c'est tout ce qui se joue actuellement autour de la RSE sur ce sujet-là. Donc, on a la frontière du sociétal, de l'économique et du social. C'est tout ce qui se joue autour des engagements internationaux, notamment ceux qui ont été pris à travers le W7, donc le Women's 7 en marge du G7, sur
la capacité pour le secteur privé d'investir des sujets de plaidoyer et d'amélioration de la condition des femmes et de l'égalité. Voilà pour les principaux sujets et engagements. Merci beaucoup. Bravo. Merci à toutes et à tous. Merci Marie-Christine Bonavavé, merci Agnès Breca, merci Claudine Monteil, merci à toutes celles et ceux, Dioro, Ziaï, Marie, Cholet, Sarah, Manta et toutes celles qui sont passées tout à l'heure et qui ont dû se sauver. Je vous propose pour ceux qui ont encore un peu de courage de boire un petit coup. Si vous avez envie. Merci voilà. à toi. Merci à Agathe. Et merci surtout, oui, effectivement, à Agathe et Audrey.